Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 17 janvier 2025. Au programme cette semaine, alors que je me remets d'un virus ramené du CES de Las Vegas, je vous propose une grande discussion enregistrée lors du colloque du risque en novembre dernier sur le thème des défis et de l'impact de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'éducation. Mes collègues sont là également. Cette semaine, il y a Stéphane Ricoul qui va nous parler de ChatGPT et Jean-François Poulet qui va nous parler de Shopify. Avant tout ça, évidemment, on ira faire un tour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour parler d'actualité. Et puis, voilà, c'est ce à quoi ressemble Mon Carnet cette semaine. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Lise Côté, Lisa Rode et son conjoint. Les deux nous écoutent sur YouTube. Serge Thérien, Martin Bourgeois et Bruno Cyr. Alors, merci à ces 5 auditeurs, ou devrais-je dire plutôt 6 auditeurs, pour leur écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Je suis très heureux d'être là avec vous, même s'il y a un gros virus qui nous accompagne. Et je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Jérôme Colombin à Paris, salut. Salut, Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de vous retrouver, mon cher, même si on est à distance. L'important, c'est de voir que vous portez bien. Oui, mais comme toi, je suis revenu en étant un peu malade. On revient toujours un peu malade du CES de Las Vegas. Oui, mais là, il y a des gens qui vont dire, oui, vous êtes malade à l'année longue, le techno, là, ça, c'est rien de nouveau. Bon, dis-moi, Bruno, cette semaine, c'est encore les réseaux sociaux qui font la une. Là. On est gâtés, hein? Et puis là, bonne nouvelle pour les gens qui détestent qu'on parle trop d'intelligence artificielle. Il n'y en aura pas cette semaine. Parce qu'il y a deux sujets qui m'intéressent, sur lesquels je veux absolument entendre Jérôme. Puis peut-être vous partager un peu de ma pensée. Il y a évidemment cette révolution Mark Zuckerberg. J'ai l'impression qu'il est en train de se taper fort la crise de la quarantaine. Et puis, il y a aussi toute cette histoire de TikTok. Le fait que ça soit... En tout cas, on est dans un scénario de bannissement aux États-Unis, mais parallèlement, il y a comme un mouvement des plaques tectoniques de réseaux sociaux et c'est assez intéressant à regarder là. Alors d'abord, Jérôme, si je te lançais sur la crise de la quarantaine de Mark Zuckerberg, comment tu es en train de voir ça, toi? C'est amusant que tu le présentes comme ça et je pense que c'est assez pertinent parce qu'effectivement, on sent qu'il y a des raisons quasi personnelles, quoi. Ce garçon maintenant fait du sport de combat, du MMA. Et on a l'impression qu'il veut faire du management MMA dans son entreprise. Il veut remettre plus de masculinité dans Facebook et dans les entreprises d'une manière générale. Voilà. Est-ce que c'est simplement une posture vis-à-vis du nouveau président élu, pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, ou bien effectivement, est-ce que ça va avec son look, son changement de... Je sais pas qui sert quoi. Est-ce que c'est vraiment lui une évolution, une maturité, enfin un changement de mentalité? Ça va aussi avec son changement de look. Et oui, voilà, maintenant il a les cheveux plus longs, frisés. C'est pour ça que moi je parle de la crise de la quarantaine parce que c'est pas qu'une chose. Il est pas en train de faire un changement de management. Là. C'est gros là, comme changement, ce qui est en train de se passer dans sa vie en général. Ouais. C'est personnel. Est-ce que c'est le management qui se ressent, qui est la conséquence de sa crise de la quarantaine, ou bien est-ce qu'il met son image au service de sa nouvelle communication et de sa nouvelle vision du management? Non, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a un changement qui est en train de s'opérer chez lui. C'est la crise d'adolescence qu'il n'a pas pu vivre parce c'était un power geek et donc il était trop dans ses projets. Et là, il a de la quarantaine, il a les moyens de ses ambitions, de ses passions. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais si j'étais sa femme, je me trouverais des bons avocats. Il est vraiment en train de changer sa vie, là. Et on sent que ce bonhomme-là est en train de se chercher. Puis, dans ses opérations professionnelles,
Internet, c'est la même chose. Moi, j'ai vraiment hâte de voir où ça va finir son histoire. Oui, mais ça veut dire, d'après toi, qu'il y a que lui qui décide en grand Manitou et que personne d'autre. Enfin, je veux dire, il a une entreprise de je sais pas combien de milliers d'employés, il peut pas non plus tout à fait faire exactement ce qu'il veut. Ben, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Quand tu regardes que là, il est en train d'annoncer une coupe de 5% de l'effectif, c'est 3600 personnes. Alors lui, il a décidé que les gens qui étaient incompétents dans leur emploi, puis quand même, il y a eu des coupes et des coupes, là. On n'est pas à les vieux de la veille qui travaillaient depuis les débuts de Facebook, qui sont plus là depuis longtemps, là. Donc, une nouvelle coupe de 5% où ceux qui sont les moins profitables pour l'entreprise vont être coupés. Puis, du même souffle, on nous dit, ouais, mais rassurez-vous, dans l'année, on va remplir ces postes-là encore. On va faire une série de nouvelles embauches. Je trouve ça assez malaisant. Il a un style, puis je comprends qu'il y a un alignement avec la Maison-Blanche, avec la nouvelle administration, mais il a un style très cavalier. Et puis, c'est vraiment, c'est ça, c'est du management MMA, quoi. Il y avait eu le lavabo d'Elon Musk quand il est arrivé chez Twitter, et là, c'est la chaîne en or et les gants de boxe de Mark Zuckerberg. Après, sur les licenciements, il y en a déjà eu, Bruno, rappelle-toi, il y a eu des vagues. Voilà, et ça fait partie, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on ajuste le tir aux États-Unis, sans état d'âme. Après, il faut pas oublier que quasi 99% des gens qui sont licenciés, alors c'est violent quand ça t'arrive parce que c'est humainement c'est difficile, mais économiquement tu te recases très très vite, surtout dans ce secteur-là. On le sait. Et Meta a déjà, moi je connais quelqu'un qui travaillait chez Meta aux États-Unis, qui avait fait l'objet d'une charrette, il avait été licencié, et il a été réembauché je sais plus, 6 mois ou 1 an plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est des trucs qui sont difficilement envisageables, en tout cas en France, et je sais pas comment. Mais tu vois, mais dans le cas de la personne que tu connais, bon, puis j'ai une bonne pensée pour elle. C'est un ingénieur, hein? Parce que ça a été un mauvais moment pour passer. Et moi, je pense aux 5% qui est délesté, là. On marque l'année 2025 en disant les gens qu'on déleste là, ce sont des gens que nous, on voit comme incompétents dans leur emploi. Ah oui, ils seront marqués au fer rouge. Ben oui, imagine, quand tu regardes, OK, en quelle année vous avez quitté Facebook? 2025. Ah ouais, OK. On passe au prochain point. Vous étiez dans les mauvais. Ben oui. Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Parce que déjà, quand tu as Meta sur ton CV, ça fait toujours bien, hein. Et peut-être que dans les quelques mois qui viennent, etc., ça peut jouer des tours, mais franchement, il y a une telle fluidité du marché du travail dans ce secteur, surtout aux États-Unis. Fais confiance aux gens des RH, ils se souviendront en 2025, Facebook. Ouais. Mais écoute, donc, c'est intéressant de voir le changement qui est en train de s'opérer, autant chez Mark Zuckerberg que dans le géant Meta, parce qu'ils sont en train... Puis ce que ça fait aussi... Puis ça, faut aussi le mentionner, c'est que avec ces prises de position de Mark Zuckerberg, c'est en train aussi de rendre moins sympathique la plateforme que sont Facebook, mais aussi Instagram. WhatsApp, c'est un petit peu moins touché dans l'image publique. Mais tu sais, quand il est en train de dire que il retire tout ce qui est programme de diversité, parce que ça, c'est un autre truc sur lequel il a décidé de taper. Oui, là. Mais ça, ouais. Mais ça, c'est les programmes évidemment pour s'aligner sur la Maison-Blanche. Mais ça, il y a eu une forte réaction à l'intérieur de Meta. Il y a des gens qui ont quitté leur emploi parce que ils ont dit, si on n'est plus protégé, si nos communautés ne sont plus protégées, même au sein des propos qui se font sur les plateformes, là, tu as commencé à voir l'exode. Et j'ai l'impression que le 20 janvier prochain, ça sera plus seulement on quitte X, c'est probablement qu'il y a des gens qui vont quitter aussi Facebook. Et ça, je pense notamment à tous ces groupes d'associations qui ont utilisé Facebook pour permettre à des communautés de gens qui font partie de la diversité de garder le contact, de garder le lien. Ils vont aller où, ces gens-là? Maintenant que c'est plus une safe zone pour eux, ça, j'avoue que je trouve ça un peu...
Moi, je crois que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les entreprises américaines sous l'ère Trump. C'est vraiment la réaction aux années précédentes, à l'administration Biden, où il y a eu où les droits des communautés, des minorités ont énormément progressé, c'est vrai, mais où on a poussé le bouchon tellement loin, où ce progressisme qui a viré, qui s'appelait, qui était dans certains cas du wokisme, est allé tellement loin que je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol et donc il y a un effet de balancier. On était exagéré d'un côté et ça va s'exagérer de l'autre. Il y avait des choses qui étaient très surprenantes dans les entreprises américaines et là encore, moi, c'est des choses qu'on m'a racontées là-bas. Tu avais des espèces de commissaires politiques qui assistaient aux réunions et qui expliquaient aux uns et aux autres ce qu'il fallait dire, qu'il fallait pas remercier, il fallait pas féliciter une femme enceinte en lui demandant si elle attendait un garçon ou une fille parce que le genre n'avait pas été assigné avant la naissance. Mais ça a traumatisé des dirigeants d'entreprise aux États-Unis. Derrière, il y a eu une exploitation de ces choses-là avec des procès abusifs. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un progressisme certain et on a fait avancer les droits de beaucoup de gens, mais il y a certainement eu de l'exagération et là, ils vont se prendre le balancier en retour en pleine figure. Mais c'est sociologique, c'est politique, c'est pour l'instant très américain. Alors voilà, ça c'est pour le premier sujet. Merci, tu m'as gâté. Le deuxième, et bon, on reste toujours dans le domaine des réseaux sociaux, c'est TikTok. On est dans au moment où on se parle, on ne sait pas encore ce qu'en est advenu officiellement, mais bon, le coup près tombe le 19 janvier. Officiellement, du côté du gouvernement américain, pour le moment, quand on se parle, ça semble pas vouloir bouger. De l'autre côté, TikTok a annoncé qu'ils allaient fermer leur serveur aux États-Unis le 19 janvier. Puis ça arrêtait là pour les Américains. Mais ce qui est intéressant de voir parallèlement, c'est de voir la réaction des usagers de TikTok, qui là, c'est un peu... on est minuit moins 5, c'est le cas de le dire, et là, tout le monde regarde, mais où je m'en vais, moi, avec mon monde? Et ce qu'on voit, c'est parce que bon, il y a des poules sans tête qui vont n'importe où on leur dit d'où aller, mais il y en a d'autres qui se disent pourquoi pas en profiter pour faire un pied de nez à nos dirigeants et de retourner sur un réseau social chinois. Sur un réseau chinois, incroyable. Ouais. Alors d'où le succès de cette application qui s'appelle Xiao Hongshu, hein? C'est tellement beau là, c'est ton mandarin comme ça? Oui, absolument. Je parle mandarin couramment. Moi, je l'appelle Red Note. C'est vrai, ça s'appelle Red Note en anglais. Ouais. Ça veut dire petit livre rouge aussi, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, Mao est pas tellement loin. Mais je savais même pas que ça existait. Personne connaissait cette application qui apparemment est accessible, en tout cas aux États-Unis, sur les stores des smartphones. Il est accessible au Canada aussi, mais quand tu quand tu télécharges l'application, évidemment, tu me connais, je suis curieux. Je l'ai téléchargé et il y a une base, il y a une filigrane d'informations qui est disponible en anglais, mais le reste est en mandarin. Mais sinon, c'est en chinois. Oui, c'est ça. Et puis, comment ils font, les gens, alors? Tu vas au pif parce que l'ergonomie est pas mal. L'ergonomie ressemble à TikTok. Ouais. À une application où tu développes du contenu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont accepter des trucs qu'ils devraient peut-être pas accepter. Non, mais t'as raison, c'est une sorte de pied de nez, en effet. Et ils se baptisent les réfugiés de TikTok, hein, c'est ça? Ouais. Les pauvres réfugiés de TikTok. Et pourquoi aller sur un autre réseau chinois et pas plutôt sur Threads ou je ne sais où? On est vraiment rendu à une époque assez particulière. Hein? Ouais. Quand tu dis que tu as des milliers d'Américains qui voient leur salut dans un produit chinois pour se réfugier des politiques américaines, alors que tu as Donald Trump qui est à la tête des États-Unis. C'est fou. C'est vrai, c'est une espèce de paradoxe. Comme quoi, tu vois, on peut pas complètement enfermer les libertés individuelles. Hein. Quoi que tu fasses, ça prend toujours le dessus. Mais tu as raison, on est à minuit moins 5, puisqu'à l'heure où les auditeurs écoutent nos podcasts, l'interdiction devrait tomber donc ce dimanche, hein, dimanche 19 janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais pas, si on devait, moi je parie que Trump va sauver le truc. Je sais pas ce que t'en penses. C'est ce que hier soir, très tard, je regardais le fil de presse et c'est ce qu'il évoquait, la possibilité. Il était très fort, souviens-toi, dans son premier mandat, et il écrivait souvent des décrets qu'il publiait le matin
il avait réfléchi à ça pendant la nuit dans son lit, j'imagine. Et donc, lui, ce sur quoi il est en train de penser, c'est de publier un décret qui permettrait de donner entre 60 et 90 jours sur le respirateur de TikTok pour le temps d'arrêter. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait que rallonger le supplice. Oui, on repousse le problème. Oui. Puis, tu sais, c'est dans un scénario aussi où on parlait de... Bon, c'est Bloomberg qui a parti l'histoire en disant Elon Musk et les Chinois seraient en discussion pour que Musk rachète TikTok. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions de voir aussi Elon Musk être le patron de TikTok. Non, parce que alors là, Elon Musk, ça ferait encore plus. Parce qu'il y a lui aussi, hein, il y a quand même aussi, tu parles de plaques tectoniques, on aurait pu parler de X, parce qu'il s'est quand même passé plein de choses. Hein, et chez nous, ici en Europe, je peux te dire que X est un gros sujet. Là, Elon Musk, c'est la bête à abattre. On a Thierry Breton, le chantre de la réglementation européenne, qui se répand sur les plateaux de télé en expliquant que non, la folie muskienne ne passera pas et que la loi s'appliquera. Il y a une espèce de peur panique, carrément. Alors en plus, il y a le grand jeu, c'est mais moi ça suffit, je claque la porte, je me retire, je quitte X. Et puis en fait, tu reviens quelques jours après et des gens qui avaient annoncé avec tambour et trompette qui quittaient X, en fait, ils sont toujours là pour voir si quand même il se passe pas quelque chose. Et bon, voilà, il y a des postures, il y a certains responsables politiques qui ont pris la posture de dire qu'ils quittaient X. Bon, voilà, ce qui est un peu paradoxal parce que du coup, ils vont alimenter ce qu'ils reprochent, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera qu'une certaine catégorie et une certaine couleur politique, etc. Mais ce qui est intéressant, et si on prend encore un peu plus de recul, c'est que déjà cette affaire devient politique beaucoup plus que technique, et elle met sur le tapis la notion de liberté d'expression, et c'est super intéressant parce qu'en fait on est au cœur du problème. C'est que la liberté d'expression vue du côté du continent américain, chez toi là-bas, ou du côté européen, c'est deux choses complètement différentes. On le sait, on a déjà répété. C'est vraiment deux visions qui s'affrontent là. C'est deux visions qui s'affrontent. Voilà, la liberté d'expression, elle est totale aux États-Unis, défendue et protégée par le premier amendement. En France, elle existe et Dieu sait qu'on est à cheval sur nos libertés individuelles, mais elle est encadrée, la liberté d'expression. Elle ne doit pas déraper, elle ne doit pas aller vers certaines notions extrêmes. Ça veut pas dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de se proclamer néo-nazi et d'insulter tout le monde, voilà. Donc c'est quand même super intéressant, et on peut se demander vraiment s'il y a une possibilité de vivre ensemble dans un espace numérique global alors qu'on a des visions du monde complètement différentes, quoi. Ouais. Jérôme, j'ai l'impression qu'on pourrait poursuivre la discussion pendant encore 45 minutes facile. Hein? Ah oui. Ouais. Ça pourrait durer des heures. Donc, on va s'arrêter là, peut-être. Oui. Et puis, moi, je vais te demander de quoi tu parles cette semaine dans mon numérique. Oui, cette semaine, dans Monde Numérique, je parle, écoute, de ce qui nous attend en 2025 avec un prospectiviste, Michel Lévy-Provençal, qui est aussi l'organisateur des conférences TED à Paris, qui me livre un peu sa vision alors de l'évolution de l'intelligence artificielle. On attend la fameuse IA générale. Est-ce qu'elle arrivera en 2025? Et puis surtout, les questions qui nous préoccupent ici, nous en Europe, c'est les questions de souveraineté. Comment arriver à être à conserver une place dans la course au numérique, une place économique, tout en préservant notre souveraineté. Et il a établi des scénarios de science-fiction, donc il me raconte. Et puis je parle également de cybercriminalité avec un partenaire, Kaspersky, et on évoque les ravages de l'intelligence artificielle en matière de cybercriminalité. Jérôme, je te remercie d'être passé comme ça me visiter. Heureux d'avoir été chez toi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Pareillement, j'étais ravi de t'accueillir et de te faire ce coucou transatlantique. Et on se dit à la semaine prochaine. Bruno, salut. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet.
Je vous propose cette semaine la captation d'une discussion que j'ai eue lors du colloque du risque en novembre dernier au Palais des Congrès de Montréal. Avec moi sur la grande scène, 3 invités pour discuter ensemble de l'intelligence artificielle et de son impact concret dans nos institutions éducatives, qu'il s'agisse du secondaire, du collégial ou de l'universitaire. Si l'IA semblait encore hypothétique il y a quelques années, il s'est désormais imposé comme un outil incontournable, transformant à la fois la pédagogie, la gestion administrative et même l'accompagnement des étudiants. Pour explorer cette thématique, j'ai eu la chance d'accueillir 3 invités experts qui partagent tout au long de cette discussion leur expérience et perspectives sur le sujet. Il y aura Alexandre Auger, directeur des technologies de l'information à HEC Montréal, Daniel Lavoie, conseiller stratégique, équipe données et intelligence numérique de la direction des affaires éducatives à la Fédération des cégeps, et puis finalement Guillaume Trottier, vice-président solutions en valorisation des données et intégration au CRIC. Ensemble, on va aborder les défis, les opportunités et les leçons tirées de l'intégration de l'IA dans nos environnements éducatifs jusqu'à maintenant. Et pour ouvrir la discussion, une question simple mais cruciale. Quels ont été les impacts des 2 années de révolution IA qu'on vient de passer, marquées notamment par l'avènement de ChatGPT lui-même dans nos organisations respectives? Je vous invite à vous installer confortablement et à profiter de cette discussion enrichissante. Bonne écoute. Qui veut se lancer? Qui veut casser la glace? Je peux y aller. Merci. Moi, je l'utilise presque tous les jours, en fait. Non? Je trouve que c'est un bon outil pour autant aider à débuter des présentations, à partir des courriels, mettre des posts sur des médias sociaux. Je regarde mes 2 filles qui sont au secondaire, qui l'utilisent aussi pour aider à la rédaction de travaux. En bon papa, je leur dis tout le temps de ne pas copier, évidemment, mais de s'inspirer et de l'utiliser comme un outil de plus, comme on peut utiliser Antidote pour corriger nos fautes, par exemple. Ça prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus utilisé. Je pense que l'idée, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil et pas comme un outil de plus dans la trousse à outils qu'on a. Daniel? J'ai envie de faire du pouce, oui, effectivement, là-dessus. Je trouve que c'est assez révélateur parce qu'il y a 2 ans, quand ça a sorti, en coup de canon, cette affaire-là, beaucoup de gens ont eu le premier réflexe de dire hey, « Attention, il ne faut pas que ça vienne s'immiscer là-dedans. » Et dans le fond, ce qu'on constate, c'est de toute façon, ça va arriver. De toute façon, nos étudiants, c'est vrai dans nos 3 niveaux, nos populations étudiantes, ils utilisent l'intelligence artificielle, le personnel enseignant aussi. Alors, l'idée, dans le fond, c'est comme si la réflexion s'était transposée en disant justement, on ne peut pas se permettre de refuser cette affaire-là. Au contraire, comment on peut faire pour l'encadrer? Comment on peut faire pour le valoriser? Comment on peut faire pour justement l'utiliser à bon escient? Et c'est là-dessus, dans le fond, que les cégeps actuellement sont, comme d'ailleurs c'est vrai aussi ailleurs dans l'enseignement supérieur, on est rendu à se dire, OK, comment on va faire pour encadrer l'utilisation et non pas de refuser l'utilisation, alors que ça a été le réflexe initial à bien des égards. J'imagine dans le secteur universitaire, c'est assez pareil. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est sûr que ça fait 2 ans là, qu'on dit que ChatGPT est sorti, mais je vois qu'un momentum qui se gagne depuis principalement 1 année. Là. Vraiment, pour moi, c'est la technologie qui va le plus rapide depuis que je travaille en technologie, donc depuis 2 ans. Non, depuis 20 ans. Je vous croyais pas. Et pour vrai, on doit pas s'y opposer. On doit vraiment aller dans ce sens-là, aller dans cette mouvance-là et se préparer parce que, comme tu le disais, Daniel, moi, les statistiques que j'ai, puis ils varient beaucoup, mais c'est qu'il y a au moins 80 à 85% des étudiants de nos établissements qui l'utilisent déjà. Alors, si on essaie de freiner ça, si on essaie de s'y opposer, c'est Recipe for Disaster ou la recette pour le désastre en français. Richard Lacombe, qui est ici présent, va apprécier mon français. Alors, il faut vraiment encadrer. Tu as parlé de gouvernance. Pour moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, je pense, mais c'est absolument nécessaire. Ouais. On va utiliser le même ordre parce que ça a l'air à très bien fonctionner. Vous faites du suivi dans vos conversations. Commençons par regarder ce qui se passe du côté. Puis là, je leur ai donné un méchant mandat parce qu'on aurait pu les faire parler par rapport à leur réalité dans leur institution. Mais croyant à leur potentiel, je leur ai dit, jouons le jeu des reporters et parlons chacun des secteurs où vous êtes. Donc, si je vous mets sur le poids des épaules tout ce qui est du domaine du secondaire, Guillaume, ça ressemble à quoi aujourd'hui, on est en novembre 2024, l'utilisation de l'IA, si on regarde autant d'administration que dans l'académique? Oui, à partir de 2022, la première solution qui a été déployée à la grandeur du réseau, c'est une solution de prévention, de prédiction sur la réussite des examens ministériels 4e année primaire, 6e année primaire, langue d'enseignement.
Donc, à partir de l'année d'avant, c'est-à-dire que pour 4e année primaire, à partir de 3e année primaire, on est capable de prédire le taux de réussite des élèves pour l'examen ministériel en français. Ça, c'est à partir de 2022. Et le but de ça, c'était de c'est de consolider les connaissances des élèves et de s'assurer de pouvoir mettre des mesures en place, en fait, ou de l'accompagnement en place pour augmenter le taux de réussite de ces examens-là. Donc, de prévenir l'échec. Donc, le but ultime, c'est que l'algorithme mente, en fait. Là, c'est le défi qu'on donne au réseau, c'est de dire, on prédit ça, s'il vous plaît, faites que... Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Okay. Et depuis septembre de cette année, on est dans le déploiement d'une solution de prévention du décrochage scolaire dans l'ensemble du réseau. Donc, on a présentement dans notre liste là, une quarantaine de centres de services scolaires qui sont intéressés, qui ont signifié leur intérêt, qu'on est en train de déployer. Là, on a jusqu'à la fin de l'année de cette année. Et à quoi ça ressemblerait, cet outil-là? En fait, c'est une bonne question. Un genre de tableau de bord? Un tableau de bord qui va afficher tous les facteurs qui mènent les élèves à risque de décrocher pour un centre de service scolaire ou pour un établissement d'enseignement. Donc, c'est quoi les facteurs clés qui augmentent le risque de décrochage ou qui diminuent le risque de décrochage? Puis après, on prédit un niveau de risque de presque nul à très élevé pour chaque élève. Et encore là, l'intention, c'est de donner un outil supplémentaire aux centres de services scolaires, aux écoles, pour que l'algorithme monte, pour qu'il puisse accompagner ces élèves-là. Faut vraiment le voir comme un outil. Donc, c'est pas une solution qui va prendre des décisions, mais qui va outiller le réseau de l'éducation pour mieux accompagner ces élèves-là afin qu'ils ne décrochent pas. C'est rare qu'on peut dire ça de façon positive. Un aide à la décision qu'on veut faire mentir. Oui. Wow. OK. Vous l'aurez entendu ici d'abord. Daniel, si on regarde du côté des... Puis merci pour ces exemples-là. Daniel, si on regarde du côté des cégeps, ça ressemble à quoi l'utilisation aujourd'hui? Oui, effectivement, de manière assez similaire. Il y a des projets de développement de prédicteurs de réussite. Nous, il faut comprendre que dans le réseau collégial, la donne est un petit peu différente parce que nous avons 2 principaux fournisseurs de systèmes de gestion qui connaissent les dossiers des étudiants, ce qui est moins le cas, notamment au niveau scolaire, où est-ce qu'on a l'ANCRIS qui est très, très, très bien implanté. Alors, donc, c'est à géométrie un petit peu différente, si on veut, dans le réseau collégial. Cela dit, les fonctionnalités dont on vient de parler, c'est essentiellement les mêmes. Hein? Donc, il s'agit effectivement de partir du dossier d'étudiant, que ce soit de ses résultats dans ses cours, voire les évaluations, donc tout au long de la session, les absences de l'étudiant, parce qu'on sait que l'absence d'un étudiant en classe est un facteur de réussite, etc. Donc, il y a une certaine liste donc, de facteurs comme ça. Et puis, effectivement, l'étudiant, de son côté, lui, pourrait recevoir un son de cloche, c'est-à-dire, « Hey, le jeune, tu as manqué trop de séances de cours jusqu'à maintenant. Fais attention. » Et sur papier, ça pourrait se rendre aussi loin que de dire, attention, alors tu as un travail de mi-session à remettre dans ton cours de géographie dans 3 semaines. Es-tu certain d'avoir commencé? Est-ce que tu as tout le matériel nécessaire? Bon, etc. Et puis, de l'autre côté, effectivement, il y a toujours ce tableau de bord, le traditionnel dashboard pour le personnel professionnel. Et là, il y a 2 enjeux derrière ça, ultimement, parce qu'on n'a pas toujours suffisamment de professionnels pour s'occuper de tous ces étudiants-là qui pourraient être à risque, effectivement, identifiés comme étant à risque. Donc, ça, c'est d'autres enjeux. Mais effectivement, donc le principe est tout à fait le même que ce qu'on voit dans le secteur secondaire. Vous n'aviez pas parlé à un moment donné d'un robot conversationnel? Oui, oui, effectivement. La gamme de ce qui est offert actuellement, effectivement, est grandissant. Mais oui, on peut parler, il y en a quelques cégeps, effectivement, qui ont implanté un robot conversationnel pour la population étudiante. Et attention, pour le volet psychosocial, donc au niveau de la population étudiante. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tous les cégeps qui l'ont implanté, mais ce que ça veut dire sur papier, c'est que notre étudiant, par exemple, peut avoir son téléphone dans la main, et puis si, par exemple, il sent venir en lui une crise d'anxiété, par exemple, à 6h22 le matin, alors que, de toute évidence, les services psychosociaux du cégep sont fermés à cette heure-là, il peut interagir avec un robot qui aurait été entraîné à détecter des signes de détresse, et donc pour rediriger vers les services qui seraient appropriés. Alors, on a quelques cégeps qui l'ont implanté, et puis donc, effectivement, ça fait partie de la gamme de projets qui sont en cours actuellement. Et est-ce qu'il y a déjà des belles histoires autour de ce robot-là?
Oui. Des interventions, entre guillemets. Oui, sans doute. C'est toujours particulier parce que nous, à la Fédération des cégeps, on accompagne les cégeps, on les aide à réfléchir, à se poser les bonnes questions, etc. Puis ensuite, chacun des cégeps est tout à fait autonome et ils décident pour eux-mêmes. Alors nous, on n'a pas de lien direct avec les étudiants, donc j'ai pas, moi, une histoire de vie exacte avec un vrai cas d'étudiant, mais ça vaut quand même la peine de le souligner, d'autant plus que le robot conversationnel en question, c'est quand même un produit qui a été développé ici au Québec, donc ça vaut quand même la peine peut-être de le souligner. Ça vaut la peine de le souligner. Alexandre, je viens vers vous, l'éducation supérieure. En fait, les cégeps font partie de l'enseignement supérieur aussi. Ben, supérieur. Non, mais c'est moi. Ça veut dire qu'on ça n'engage que moi. Dans le supérieur? Mais juste supérieur. Pas plus supérieur. On n'ira pas là. Bruno, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives locales dans les établissements. Évidemment, nous, on a la chance de compter sur de nombreux chercheurs qui, bien avant la mode de ChatGPT, faisaient leurs recherches sur le sujet. Et c'est d'ailleurs dû à eux qu'il y a un ChatGPT aujourd'hui. Exactement. Donc là, on est en train de démocratiser tout ça. Oui, chez nous aussi, si je parle pour HEC, Daniel, on a un robot conversationnel qu'on a mis pour aider l'étudiant, dans le fond, à complémenter le contenu qu'il va aller chercher pour le cours. C'est pour un cours? Oui, on l'a fait. En fait, puis là, on avance rapidement là, parce qu'on a une structure en place, mais là, on est surtout en mode définir des cas d'usage. Je pense que c'est là le nerf de la guerre. Donc, en fonction de la valeur, la pertinence, etc., la faisabilité aussi, on définit certains cas d'usage, dont un cas qu'on a actuellement qui est d'assister le professeur et l'étudiant à complémenter, si on veut, son cours. Donc, au lieu d'aller voir le professeur pour lui poser une question, de lui écrire un courriel tard le soir, ben, il peut se tourner vers cet agent conversationnel-là, puis avoir réponse à ses questions. Le professeur, lui, tend à entraîner le modèle, à lui fournir des articles complémentaires pour que l'étudiant puisse aller approfondir. Bien évidemment que de notre côté, on est vraiment à nos premiers balbutiements. On appelle ça un MVP 1, là, pour la session actuelle. On a monté ça en 3 semaines, pour être honnête, mais on veut déjà étendre ça à plusieurs cours pour janvier, puis aller chercher aussi le retour sur investissement. En fait, valider s'il y a réellement un retour sur investissement. Pour le moment, ce qu'on entend, c'est que le professeur dit c'est beaucoup de travail pour moi d'entraîner ça. Et puis pour les étudiants, bien là, je ne veux pas parler trop rapidement parce qu'on va les sonder à la fin, mais il semble avoir beaucoup d'utilisation pour le moment. Donc, c'est quelques initiatives, mais évidemment, il y en a plusieurs dans toutes nos 19 universités. Oui, puis je vais revenir là-dessus. Daniel, vous avez de l'air. J'allais justement dire que c'est très inspirant parce que, voyez-vous, je voyais pas plus tard que ce matin un projet dans un cégep pour les cours de langue. Donc, le département de langue, par exemple, qui mettait à profit l'IA générative dans le cadre de leur cours. Alors, c'est tout à fait le même type. Donc, c'est vraiment, justement, un espèce de renversement. Donc, plutôt que de voir cet élément-là comme étant une menace, c'est de dire, bien, c'est parfait, il y a quelque chose à aller extraire de cette fonctionnalité-là. C'est très similaire comme... quelque chose que vous m'aviez dit que je trouvais fort intéressant, c'est aussi, là on est dans la recherche et le développement, là, il y a un certain nombre de gens qui sont encouragés et autorisés et encadrés pour utiliser les copilotes, les ChatGPT et autres IA génératives dans leurs tâches pour voir comment ça peut les aider. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Puis je vais prendre un pas en arrière. Nous, dans notre institution, ce qui est important, c'est de mettre d'abord de la gouvernance en place. Et ça, on va y revenir. Je veux juste vous entendre. Mais effectivement, donc je reviens sur l'histoire des cas d'usage, dans le fond, c'est que plusieurs personnes sont venues vers nous dès le début, il y a 1 an, pour avoir une licence de copilote, pour avoir une licence de ChatGPT. C'est sûr qu'on était un petit peu plus sur les freins au début parce qu'on s'est dit, quels sont vos cas d'usage? Pourquoi voulez-vous utiliser ça? Bien, évidemment, parce qu'on a vu une publicité, parce que ça a l'air le fun. Puis... Alors, on a tenté de définir quelques cas d'usage, mais surtout d'identifier les bonnes personnes qui, à travers le pilote, allaient pouvoir nous donner une rétroaction suffisante. Parce que si je donne ChatGPT ou Teams Premium ou Copilote à quelqu'un qui ne l'utilisera pas, au final, on a dépensé de l'argent, on n'a pas créé de valeur. Donc, on a vraiment identifié certaines personnes, que ce soit des professeurs, des chercheurs, des secrétaires, des gens du juridique, des gens des ressources humaines qui font de l'acquisition de talent, donc du personnel diversifié dans notre établissement, et on leur a donné des licences, quel que soit le produit, parce qu'il y en a plusieurs, que ce soit Claude, Gemini, etc. Là, il y en a plusieurs, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Donc, on leur donne un truc, puis à terme, on va identifier ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont perdu avec ces éléments-là, quels ont été les constats qu'ils en ont fait. Puis ça va nous aider aussi à voir les utilisations qu'on en fera plus largement dans le futur.
Bon. Tous les trois, je vous remercie parce que vous avez donné des utilisations concrètes, des tests, des choses que vous êtes en train de faire. Mais vous le disiez, Alexandre, c'est important, on va en parler tout de suite. La gouvernance, parce que pour arriver à avancer, il faut quand même mettre en place une réflexion, un cadre pour gérer ces outils-là, cette expérience-là, ces usages-là. Comment ça se passe de votre côté quand vient le temps de parler de gouvernance, ce qui normalement aurait dû être fait en amont? Là, je sais qu'il y a eu des cas isolés où tout le monde voulait commencer tout de suite à essayer. Là. C'est difficile de les retenir, mais on essaie. Mais comment ça se passe au niveau de la gouvernance? Tiens, sûr. Commencer avec... Oui, bien, en fait, nous, on l'a implanté à même la solution de prévention du décrochage. On s'est entouré de partenaires, en fait, pour nous aider à amener plus d'expertise dans ce qu'on voulait faire. Donc, on a prôné beaucoup la transparence de comment l'algorithme prédictif fonctionne. Donc, à mesure qu'on déploie la solution, on forme les centres de services scolaires sur vraiment comment l'algorithme fonctionne, comment il détecte les facteurs de risque de décrochage. Et on s'est entouré de Obvia, qui est l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, pour amener tout le volet éthique à même la solution, pour s'assurer qu'elle soit utilisée à bon escient, de la bonne façon, que les gens comprennent aussi comment ça fonctionne. Quand ils consomment les tableaux de bord, qu'est-ce que ça veut dire exactement, les indicateurs qu'on met, pourquoi sont identifiés comme ça, bon, etc. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement qu'on donne aux centres de services scolaires pour qu'ils prennent possession de la solution et qu'ils l'utilisent bien. Donc, on l'a fait à même la construction de la solution, je dirais. Et est-ce que cette information-là circule à travers les usagers? Parce que c'est une chose d'avoir le personnel qui est au courant, mais bon, c'est quand même pas des données banales que vous utilisez, là. C'est des banales d'étudiants. Est-ce que les étudiants sont conscientisés? Est-ce que les parents des étudiants sont conscientisés? Bonne question. En fait, oui, les parents sont conscientisés. Avec l'adoption de la loi 25 là, en 2023, il y avait une obligation en fait pour les centres de services scolaires qui utilisent des solutions IA d'informer, d'aviser les parents. Donc, il y a une ébauche d'avis aux parents qui a été proposée pour les centres de services scolaires. Ils peuvent l'adapter selon leurs besoins, leur contexte. Par contre, c'est vraiment un avis. Donc, on ne demande pas le consentement des parents comme tel. Ils ne peuvent pas opt-out en bon français, là, se retirer de la solution, mais sont avisés que les données personnelles, le dossier de l'élève, leurs résultats, un peu comme tu disais, Daniel, là, l'absentéisme, etc., est utilisé pour évaluer le risque de décrochage. Et si on regarde au niveau des cégeps, la gouvernance, ça ressemble à quoi? Oui, bien, d'abord, pour poursuivre sur l'idée du prédicteur de réussite, effectivement, c'est un projet qui a pas émergé de la Fédération des cégeps, mais on sait qu'il y avait effectivement un comité d'éthique qui a fait partie, un peu comme vous l'avez fait chez vous, pour déjà de se poser les bonnes questions à mesure que le projet était monté. On est chanceux aussi, dans le réseau collégial. J'ai en tête là, un groupe de recherche, notamment, ça c'est André Laurando, qui travaille en éthique, justement, de l'intelligence artificielle. Donc, on est chanceux. On a quand même des ressources. On est un peu comme les universités dans ce cas-ci. On a accès à des ressources, j'ai envie de dire, assez de proximité, si on veut, avec ces gens-là. Par ailleurs, nous, à la Fédération, quand je disais tantôt qu'on essayait d'accompagner les cégeps à se poser les bonnes questions et tout, en 2022, on avait fait un forum sur les données et l'intelligence artificielle au service de la réussite. On avait déjà, à cette époque-là, montré un certain nombre de projets, parce qu'évidemment, ce qu'on se dit tous les trois aujourd'hui, vous comprenez que c'est un tout petit échantillon de ce qui se fait à la grandeur de nos trois réseaux. Mais donc, à ce moment-là, en 2022, on avait tenu ce forum-là. Et puis, par la suite, donc, on a continué avec une formule de webinaire qui, parfois, viennent présenter des résultats de recherche, parfois vont s'intéresser aux outils en tant que tels. On l'a appelé la série « L'art de la mesure ». Donc, parce qu'on se penche plus directement sur les outils en tant que tels. Et puis, on a une troisième gamme, donc une troisième série de webinaires qu'on a appelée la série « Regard » et qui, justement, est appelée à se questionner, qui aide les cégeps. En fait, les invités qu'on a aident les cégeps à réfléchir sur la thématique donc de la gouvernance sur les données, notre rapport aux données, notre rapport à tout ce qui est dématérialisé également. C'est très facile. Les données sont à portée de la main. C'est très, très simple de croiser ces données-là, faire des moyennes, des médianes, etc. Alors, d'où l'importance, justement, de prendre périodiquement une espèce de petit moment de regard, un petit moment de recul, puis de dire, attention, là, ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est encore au service de la réussite de notre étudiant, ou bien si on est en train de regarder des chiffres parce que ils sont sur la table, ça va être le fun, on va jouer avec. Donc, voilà. Le moment de la petite gêne. Exactement, oui, c'est bien dit. Oui. Ça, c'est Marie-France Bazot, c'est pas moi qui l'ai inventé. Du côté de l'université, comment ça se passe, tout l'enjeu de la gouvernance?
Plusieurs éléments. Je tiens à mentionner que le ministère de l'Enseignement supérieur, donc encore une fois, les cégeps font partie, ont lancé en octobre l'instance nationale de concertation en intelligence artificielle. Alors, c'est long à dire, là, mais c'est un magnifique comité qui vient de démarrer. On en est à notre 2e rencontre, mais qui inclut des gens de vraiment tous les horizons. Donc, Et là, vous dites, on en est parce que vous faites partie? Je fais partie, okay. Oui, en tant que je suis membre de ce comité-là. Donc, on a des gens des universités, autant des gens administratifs, on va dire comme moi, que des chercheurs, des experts du domaine de l'IA. On a des étudiants, on a des gens des syndicats, on a des gens de la fédération, des cégeps. Donc, c'est vraiment interdisciplinaire. Évidemment, les gens du MED sont avec nous. On a aussi un représentant du MCN. Donc, c'est vraiment intéressant. L'objectif de ce comité-là, c'est de définir la vision que prendra l'intelligence artificielle dans un contexte d'enseignement supérieur, définir certains principes directeurs. On sait que le MCN a publié au cours de l'été des principes directeurs, etc., mais je pense que l'enseignement supérieur a sa saveur et sera se doter de ces principes. Et ultimement, on veut aligner les efforts qu'on fera. Il y a beaucoup d'opportunités de mutualisation. Je pense que seul, on n'y arrivera pas. Je pense que faire des petites initiatives seul, ça va, mais si on va vouloir élargir tout ça, à un moment donné, le financement aussi va avoir une importance capitale et je crois qu'à travers cette instance-là, on va réaliser vraiment des belles choses. C'est vraiment intéressant d'être tous ensemble là-dedans. Alors ça, je nomme ça pour le moment, oui. Mais il y a d'autres éléments que j'apporterai plus tard. Là. Je veux revenir quand même sur la question, la gouvernance. Je comprends que le ministère de l'Éducation supérieure veut justement faire le portrait général. D'ailleurs, j'avais eu la ministre, Mme Derry, en entrevue, puis elle compte énormément sur votre travail parce qu'elle dit les initiatives au niveau des cégeps, des universités, tout le monde avance, mais à différentes vitesses, puis elle compte beaucoup justement pour ce comité des sages, ça, c'est moi qui dis ça, elle compte beaucoup sur ce que vous allez apporter pour arriver à développer quelque chose qui va permettre à tout le monde d'avancer en même temps. Mais la gouvernance aujourd'hui, en novembre 2024, au niveau des universités et l'IA, ça ressemble à quoi? De notre côté, puis ça, c'est sûr que c'est la forme que je suggère que ça prenne dans la plupart des institutions, mais c'est d'abord que la direction, la haute direction soit impliquée dans la discussion et vraiment tôt et s'y intéresse. S'il y a des universités, des cégeps, des institutions aujourd'hui qui ne s'y intéressent pas, faites vite parce que vous allez rapidement tomber en retard. Donc, il faut vraiment impliquer la haute direction et que celle-ci nomme des responsables qui vont gérer, par exemple, chez nous, c'est un comité qui va être diversifié. Donc, on va avoir des gens du juridique, on va avoir encore une fois des chercheurs, professeurs, on va avoir des gens de technologie de l'information, bien évidemment, des gens de l'innovation pédagogique, donc des gens qui aident vraiment les enseignants, des secrétaires, vraiment, toutes sortes de gens, des gens de changement. Et aussi, on parlait, Bruno, de la nécessité d'ajouter des gens plus de sciences sociales. Mm-hmm. Parce qu'il y a une dimension humaine extrêmement importante là-dedans. C'est sûr que d'emblée, on va parler de gestion de changement, mais tôt ou tard, il va falloir parler de psychologie. Les gens nous disent beaucoup, est-ce que je vais perdre mon travail à cause de l'intelligence artificielle? Ma réponse simple, c'est non. Ça va augmenter notre efficacité et faire plein de belles choses. Fait qu'il faut mettre en place des organes de gouvernance, mais qui se dotent d'une agilité, qui acceptent qu'on fasse des pilotes, qui acceptent qu'on fasse des erreurs, qu'on ait des rétroactions rapides, que la direction soit informée rapidement, finance ces initiatives-là, etc. Mais c'est vraiment pas l'affaire des technologies de l'information. Pour les gens qui pensent que c'est l'affaire des technologies, je vous le dis, vous faites une grave erreur. Impliquez pas trop de gens, mais les bonnes personnes. Parler ensemble, c'est vraiment intéressant ce qui se tire de ces discussions-là. Les angles morts qu'on ne voit pas d'un point de vue juridique, éthique, psychologique, c'est vraiment intéressant. Alors, mettez en place ces comités-là, je vous le suggère fortement. Pour moi, c'est une bonne gouvernance. Puis après ça, créer des petits projets, valider le retour sur investissement, puis avancer tranquillement comme ça. Quand je vous entends dire ça, j'ai l'impression... Moi, l'image qui me vient, là, c'est à l'époque quand il y a eu l'informatisation du système de l'éducation. Là, on retourne dans les années 70, là, puis plus 80 aussi par la suite. Mais à cette époque-là, là, méchant chambardement, là, il n'y avait pas eu cette réflexion-là, il n'y avait pas eu cet encadrement. Il y avait des gens de TI qui arrivaient, puis bon, ben, ça, c'est un ordinateur, ça, c'est ta tour, ça, c'est ton clavier, ça, c'est une souris, puis appuyez sur démarrer ou on, ça dépend du modèle que vous aviez. Puis à partir de là, ou start, là, et puis après, ça finit là. Avez-vous l'impression qu'on a appris de cette époque-là et que là, on essaie de faire mieux?
La question est pour moi. Merci de me mettre sur le spot, c'est très apprécié. Non, mais oui, je pense que oui, on a appris. En fait, pour faire du pouce sur ce qui vient d'être dit, je pense que c'est très révélateur qu'on a appris. Pas plus tard qu'hier, je donnais une formation à la Fédération des cégeps. On a monté avec un groupe de cégeps une formation en leader de transformation numérique. Parce qu'au-delà de l'IA pure et dure, c'est notre société qui se transforme, c'est nos réseaux d'enseignement supérieur, d'éducation qui se transforment. Et justement, autour de la table, c'est pas des gens de TI. On a des gens de TI, effectivement, mais un des principaux enjeux de cette formation-là, des deux en transformation numérique, c'est de casser le moule et de dire la transformation numérique, ce n'est pas un problème d'informatique, c'est un problème organisationnel. On a des gens des ressources humaines, on a des gens de développement organisationnel, on a des gens d'informatique, effectivement, mais donc on a brisé ce moule-là parce que, justement, cette transformation-là, elle va au-delà de simplement l'outil en tant que tel. Oui, c'est pas un problème de réseautique, la transformation numérique. Alors, d'où l'intérêt, effectivement, d'agrandir la table, puis d'avoir des gens qui arrivent d'autres horizons. Puis ce que j'aimais aussi, puis ça va un petit peu nous sortir de la question, mais ce que j'aimais de ce qu'on disait tantôt, c'était l'idée que souvent, je trouve que les organisations ont besoin de manipuler un objet pour être capable de se rendre à développer une gouvernance. Et c'est là où c'est intéressant de fonctionner avec des petits projets, des prototypes, un peu comme on l'a fait avec les producteurs de réussite, là, même si moi, je n'étais pas impliqué dans ce projet-là, mais qui est de dire, s'asseoir en rond autour d'une table et parler de gouvernance, c'est pas nécessairement évident. Par contre, une fois qu'on commence à manipuler l'objet, tiens, la notion de sécurité de l'information apparaît. Tiens, la notion de confidentialité, la notion d'éthique, les responsabilités, etc., le juridique. Là, c'est là où ça émerge. Alors, souvent, nos organisations ont besoin de manipuler des objets comme ça, puis les petits projets, les prototypes, c'est là où c'est souvent le plus intéressant, justement, pour faire émerger ces idées-là. Guillaume? Je suis d'accord avec Daniel. En fait, c'est l'idée de manipuler quelque chose pour mieux le gouverner. En fait, ça résonne. C'est comme mettre en place une gouvernance qui n'est pas appliquée. On peut s'asseoir longtemps, on peut être nombreux alentour de la table, on peut en parler, on peut se trouver des hypothèses de risque, etc. Quand on arrive avec du concret, on est capable de l'appliquer, on est capable de dire, dans ce cas-ci, voici la gouvernance que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin du reste tout de suite, je le ferai après. Gouvernons ce qu'on a en place, mettons les bonnes mesures de sécurité, dépendamment du type de données avec lesquelles on travaille, le bon niveau d'éthique, dépendamment de la solution, elle s'adresse à qui, pourquoi. Puis comme ça, on arrive dans le concret, on est capable d'appliquer une gouvernance qui fait du sens et qui est capable d'évoluer avec l'outil. Mais je vous amène plus loin parce que je vous ai entendu parler de cybersécurité. Une fois que le facteur humain va être assez encadré, puis qu'on va s'assurer que ça se fait dans la bonne façon, est-ce que le challenge pour tous les gens dans cette salle-ci, ça ne va pas justement de gérer l'aspect de cybersécurité qui est rattaché à ça? Ou est-ce que ce n'est pas un enjeu pour vous? Parce que ça fait partie des cyber-risques et ça en sera un de plus, mais tout petit. Ça serait faux de dire qu'il n'y a pas d'enjeu de cybersécurité. Il y a beaucoup d'enjeux de cybersécurité et surtout de protection des renseignements personnels. De là, l'importance d'avoir une gouvernance appropriée. Il y a des outils aujourd'hui auxquels on peut même avoir accès gratuitement, là, comme Copilot de Microsoft, là, qui est la version simple, si on veut, là, accessible à travers le navigateur, qui, pour la plupart d'entre nous, fonctionne dans notre tenant. Donc, les données sont contenancées, mais il y a d'autres solutions comme ChatGPT où les données sont du domaine, on va dire, public. Alors, c'est bien important aussi d'encadrer le plus possible le choix des solutions, puis s'assurer que quand on avance dans un projet ou un autre, bien qu'on mette l'aspect de protection des renseignements personnels et de cybersécurité à l'avant-plan. Donc, on la réfléchit dès le départ. Donc, voilà. Daniel? Et il y a tout le bout qu'on contrôle, et il y a cet immense univers qu'on ne contrôle pas. On a des ententes, là c'est l'ancien directeur TI en moi qui parle, mais on a des ententes avec nos différents fournisseurs qui vont par exemple leur dire, bon, vous n'avez pas le droit de vendre nos données, vous n'avez pas le droit de vendre nos données agrégées, bon, etc. On ne contrôle pas la sécurité de leur côté. Et rappelons, je dis toujours le même blague, là, mais nos contrats ne sont jamais plus forts que l'armée d'avocats qu'on est prêt à envoyer pour les défendre. Alors, si j'ai une entente avec un partenaire, puis et c'est un petit peu différent du secteur de l'éducation, mais chez nous, dans le secteur collégial, nos deux principaux fournisseurs de systèmes de gestion pédagogique sont des firmes privées.
Ils ont le droit d'exister. C'est ça, c'est la réalité actuellement. Donc, on a des ententes avec ces firmes-là. Si une ou l'autre de ces firmes-là décidait d'un matin de ne plus correspondre à ses obligations, donc manquer à ses obligations, est-ce que nous, comme réseau, est-ce que nous, comme cégep, comme groupe de cégep, etc., on est prêt à peut-être que oui, peut-être que non. La réponse ne m'appartient pas, parce que moi, je suis à la Fédé, ça appartient à chacun des cégeps. Mais il y a toute cette notion-là. Donc, une fois que la donnée est rendue de l'autre côté, une fois que mon étudiant, j'avais une discussion sur l'heure du midi avec des gens, une fois que mon étudiant est en train de discuter avec le robot conversationnel, et que le robot conversationnel a détecté que cet étudiant-là, de toute évidence, il est 6h42, puis cette personne-là a des signes d'anxiété, etc. Ça veut dire que mon fournisseur, de l'autre côté, non seulement il est capable de fournir le service à l'étudiant, mais il sait qu'il y a au moins un étudiant à cette date et heure fixe qui est actuellement dans une situation d'anxiété. Donc, ça veut dire qu'il est capable de tracer un portrait cette semaine sur l'ensemble des personnes qui ont été dans des situations d'anxiété. Capable de le rapporter sur une session. Est-ce qu'il y a plus d'anxiété en début de session, en milieu de session, en fin de session? Est-ce qu'il y a plus d'anxiété après l'examen final, mais avant la remise des notes finales, etc. Donc, ça veut dire que ce fournisseur-là a une connaissance intime de mes étudiants à la grandeur du réseau collégial. Qu'est-ce que mon fournisseur fait avec ça? Est-ce que ça a une valeur pour lui? Est-ce qu'il peut le vendre? Est-ce qu'il ne peut pas le vendre? On est rendu ailleurs. Mais c'est une réalité. Et ça fait aussi en sorte que, là, on s'éloigne un petit peu de la sécurité de l'information, mais pas que. Non. Ça fait en sorte que nos fournisseurs connaissent mieux nos étudiants que nous-mêmes. Et c'est juste la répercussion en grand groupe de ce que les algorithmes Facebook et compagnie peuvent avoir. Alors, donc, derrière cette idée-là de sécurité de l'information, donc dans tout le domaine qu'on ne contrôle pas, ben, c'est aussi de ça. C'est intéressant parce qu'il y a quelques années, c'était Google et Facebook qui disaient qu'ils arrivaient à prendre l'état d'âme d'un pays, d'une région du monde en fonction des recherches, des requêtes, de ce qu'ils regardaient. Puis maintenant, ben, on est rendu dans les institutions. De votre côté, ça ressemble à quoi cet enjeu-là? Pour moi, dès qu'on touche à des données personnelles, données sensibles, la cybersécurité, il faut qu'elle soit prise en considération. En plus de fournir, de développer une solution prédictive comme ça, on héberge ces données-là pour pouvoir entraîner les modèles, etc. Donc, on a comme une double responsabilité dans la sécurité des données. Donc, on s'assure qu'on respecte les mesures de sécurité mises en place par le MCN. On fait des tests d'intrusion dans nos entrepôts de données pour s'assurer que c'est sécuritaire. S'il y a des correctifs à appliquer, on les applique, etc. Je pense que dès qu'on touche à des données sensibles, des données personnelles, que ce soit jeunes, adultes, enseignement supérieur ou pas, la cybersécurité doit être présente, doit être pris, tu l'as mentionné, mais dans la gouvernance, ça doit être pris en considération. Et l'ensemble des mesures de sécurité doivent être appliquées, testées et validées sur une base régulière. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, on dit « OK, on a testé en 98, on a dit que c'était correct ». 2024, ça doit encore être beau. Il faut continuer à tester ces mesures-là et à les mettre, à les bonifier, en fait. Là. C'est un bon point que tu amènes par rapport aux tests récurrents. Souvent, quand on va choisir un fournisseur, on va faire des tests d'intrusion où on va valider les facteurs relatifs à la vie privée au départ. Puis souvent, on va dire on va y revenir un jour, mais on n'y revient pas. Et ces outils-là se transforment ou évoluent plutôt à un rythme incroyable. Et les tests qu'on peut avoir faits qui ont été valides au moment T, 3, 4, 5 mois plus tard, peuvent être bourrés de vulnérabilité. Alors, je pense que c'est encore plus important de prendre en considération ce que tu viens de dire par rapport à tester, retester, réévaluer, même si on reste dans la même solution, étant donné l'évolution rapide, même pour les manufacturiers aujourd'hui ou les grands revendeurs, c'est quand même toute la nouveauté. Ça croît probablement à une vitesse qui s'en attendait peut-être même pas. Alors, il faut vraiment les surveiller de très près. J'aimerais vous entendre sur une réalité. Ça vient avec l'intelligence artificielle. C'est le biais de l'intelligence artificielle générative. Comment, comme institution, comme réseau, vous arrivez, puis évidemment, là, on touche à la gouvernance, là, mais comment vous arrivez à travailler avec ça? Est-ce qu'il y a des contrôles, il y a des choix éditoriaux? Est-ce qu'il y a des révisions? C'est une bonne question, Bruno. Je crois qu'il faut avoir des politiques d'utilisation qui sont clairement énoncées, qui évoquent la possibilité d'hallucination, de biais, etc.
comme je crois que c'est Daniel, tu l'as dit, c'est un outil qui vient complémenter notre travail. Alors, on s'en sert, mais on a un recul par rapport à ça. On est conscient qu'il y a des biais, on est conscient qu'il peut y avoir des hallucinations. D'ailleurs, c'est un terme qui me fait rire un peu, là. mais alors, ça serait ça, pour moi, être clair dans les politiques. Mais j'ajouterais, c'est aussi dans la bonne utilisation des outils d'intelligence artificielle. Puis, tu sais, je vais prendre un exemple. On a une solution qui prédit la réussite aux examens ministériels 4e année primaire. Je prends cet exemple-là. L'outil est consacré à évaluer l'élève, ses résultats, à savoir est-ce qu'il y a c'est quoi son taux de risque à échouer l'examen ministériel. Si on voit qu'une classe, je prends cet exemple-là, a 70% de ses élèves qui sont à risque d'échouer à cet examen-là, on ne peut pas prendre ce résultat-là et conclure que l'enseignant ou l'enseignante n'est pas adéquat ou adéquate. Parce que l'algorithme, en fait, les données qu'on a utilisées, la logique n'est pas sur l'évaluation de l'enseignement et sur l'évaluation de l'élève. Donc, ça, c'est un biais qu'on peut éviter par l'éducation, un bon accompagnement sur comment utiliser les outils, bien comprendre l'outil qu'on utilise et comment il est construit pour bien évaluer et bien comprendre le résultat de ce qu'on voit qui sort de cet outil-là. En même temps, on est... Là, vous parlez je nous fais gentiment remarquer que pour parler des billets, nous sommes 4 hommes blancs, francophones, avec des cheveux blancs, sur scène. Non, moi j'ai les cheveux blancs, vous, ça va encore, là. Ça. Je le dis à la blague, mais je me faisais... Mais en même temps, nous sommes aussi, c'est pas un reproche que je nous fais, nous sommes le fruit de cette réalité où les équipes qui développent les algorithmes, etc., correspondent souvent, trop souvent, peu importe, au profil que nous avons actuellement. Et qu'est-ce qu'on fait pour combattre ça à votre échelle? On appelle l'Obvia. On a la chance, je fais la blague là, mais plus sérieusement, on a la chance au Québec, on a parlé tantôt effectivement de la démarche ministérielle, mais on a la chance au Québec d'avoir l'Obvia, donc d'avoir un centre de recherche qui regarde avec nos yeux, notre réalité à nous au Québec, qui se penche sur ces enjeux-là. Alors, je trouve ça absolument fabuleux qu'on ait la chance d'avoir ça. Ils ne sont probablement pas les seuls, là, je les viens de mémoire, mais oui, ça fait partie justement des ressources que nous sommes donnés en tant que réseau au pluriel d'éducation et d'enseignement supérieur. Donc, de réunir ces chercheurs-là et ces experts-là pour pouvoir le faire. Donc, profitons-en. Ce matin, il y avait une présentation qui était faite par Richard Lacombe et on voyait la courbe grandissante de demande de bandes passantes par les institutions, particulièrement dans la dernière année. Les gens qui sont dans la salle qui étaient là ont vu, c'est assez impressionnant. Avez-vous, de façon tout à fait technologique et technique là, et logistique, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le réseau est capable de prendre toute la demande qui va être générée par l'utilisation de l'intelligence artificielle? Vas-y, parce que moi, de mon point de vue, moi, je n'ai pas la réponse. Ma réponse va être courte parce que je ne le sais pas. Et honnêtement, moi, je fais confiance énormément à Richard Lacombe, premièrement. Mais pas de pression. Mais plus sérieusement, au rythme que ces technologies-là évoluent, au rythme que les entreprises croient, on parle beaucoup de ChatGPT, etc., mais il y en a. C'est difficile de se projeter dans un horizon de 2, 3, 4, 5 ans pour évaluer si notre capacité d'aujourd'hui répond. Je pense que les entreprises comme le risque ont une excellente vigie par rapport à ce qui s'en vient, mais c'est quand même très difficile de prévoir le futur, puis la croissance exponentielle de l'utilisation. C'est très belle votre réponse, mais c'est pour ça que j'ai pris ça à la fin en 2024. Là. Parce que là, c'est beau, parce que vous permettez à des gens d'utiliser Copilot, ChatGPT, Claude et les autres, mais du moment que les gens dans le personnel, dans les étudiants, dans l'administratif, vont commencer à générer des vidéos, vont commencer à générer des photos, à un moment donné, ça commence à faire du volume. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez capable, sur les réseaux existants, d'accueillir cette utilisation généralisée de votre population? Est-ce que vous avez l'impression que vous seriez capable de le faire? Moi, je pense pas qu'on serait capable. Si tout le monde adoptait l'IA aujourd'hui à générer de la vidéo, de la photo, de l'audio, et qu'on stockait ça, ou qu'on s'échangeait ça à la grandeur, autant en enseignement supérieur qu'en éducation, je suis pas certain qu'on serait capable de supporter ça.
La nature est bien faite, là. Il n'y a pas tout le monde qui l'a adapté en 2024 encore. Je pense que la courbe dont tu parles, que Richard a présentée plus tôt, elle est révélatrice de l'utilisation de la donnée en général, peu importe le type de données. J'étais un peu à la même place qu'Alexandre. On a confiance en Richard et on voit la courbe, donc il va s'organiser pour être capable de supporter ça à long terme. Mais c'est un peu là que je vois. Là. Si aujourd'hui, tout le monde dans la salle, on se met à l'utiliser, je ne suis pas sûr que ça va... Je vais lancer une prédiction. Ça vaut ce que ça vaut. L'IA nous permet aujourd'hui d'être plus efficients dans notre travail. Est-ce que l'IA va permettre de rendre le trafic mieux géré, le trafic, oui. Hein? Donc, une transmission qui va être plus light, si on veut. Là, c'est un mauvais terme, là, mais... alors, prédiction, 2025. Tu savais, en même endroit qu'Alexandre, et j'ai confiance, oui, au risque d'un, parce qu'effectivement, ça fait longtemps que je les connais, puis c'est vraiment, encore une fois, c'est une réussite québécoise. Ça vaut la peine qu'encore une fois de le souligner. Moi, je trouve que le vrai défi, il n'est pas, dans une certaine mesure, ultimement, il n'est pas technologique tant que ça. Ce que je veux dire, c'est que nos fournisseurs, nos équipes, les gens du risque et tout, ils ont la capacité technique, si au moins ils ont l'argent, de pouvoir soutenir ça. Ils ont fait un travail extraordinaire depuis de nombreuses années. Et pourquoi est-ce que je remettrais en question leur capacité à continuer sur cet élan-là? Alors, le gars de transformation numérique en moi est beaucoup plus inquiet de l'impact ou que ça a sur les humains ou de la partie humaine de ces éléments-là, plus que de la partie purement technique ou réseautique de ces éléments-là. Non. Là, ce n'est pas une question plantée par Micrologique et Stéphane Garneau, mais c'est un peu la suite de ses propos de ce matin. Est-ce que, sachant que là, jusqu'à maintenant, là, les solutions dont on a parlé, ce sont tous des solutions qui viennent des États-Unis. On n'a pas mentionné Mistral, qui est français, là, et d'autres qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'on peut penser que dans le contexte du monde de l'éducation, on pourrait développer une intelligence artificielle générative en utilisant le concept de la mutualisation et d'avoir un outil qui assurait d'honorer les billets que la société québécoise a aujourd'hui? Ils évoluent avec le temps. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Ben moi, je pense que oui. L'exemple de Micrologique, c'est un bon exemple. Alexandre a parlé du comité en enseignement supérieur. Je ne me rappelle pas le nom que tu as nommé. Il y a l'équivalent en éducation. Il y a le Centre d'expertise en intelligence artificielle en éducation qui a été créé par le ministère de l'Éducation, dont la GRIX, on est un des partenaires avec Mila, Obvia, Cryptic, bon, un paquet. Tu sais, des fois, mutualiser les efforts, si on mettait ces comités-là ensemble, qu'on les regroupait en un, qu'on se disait, on peut-tu développer quelque chose? On est tout du monde brillant, de l'IA génératif, un moteur d'IA génératif pour l'ensemble de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est possible. Après, il faut la volonté de le faire. Il faut le financement. Tu as parlé de financement tantôt. Mais tu sais, ça pourrait être un bon exemple de mutualisation de l'ensemble du réseau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, tout ensemble pour le bien de l'éducation du Québec. Parce qu'on s'entend que le réseau de l'éducation est quand même assis sur un méchant patrimoine qui pourrait servir à alimenter la connaissance de cet appareil-là, mais bon. C'est sûr, Bruno, par rapport au Québec, on a probablement parmi les plus grands chercheurs au monde. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous en empêche? Je ne crois pas. C'est de le faire. Là où j'ai certains doutes, c'est par rapport à développer nos propres technologies, nos propres infrastructures, etc., pour essayer de compétitionner avec des gens qui sont déjà rendus très, très loin. Je pense qu'il va falloir collaborer, donner une saveur québécoise, mais ça serait difficile de dire qu'on va faire quelque chose qui va être 100% québécois, reposé sur des infrastructures québécoises, avec de la technologie développée uniquement au Québec. Alors, je pense qu'on a certainement beaucoup à offrir. Ouais. Puis je pense que tout ce que le Québec a à offrir, il faut le faire rayonner partout dans le monde, mais ça ne veut pas dire de ne pas collaborer avec les autres nations. Même si ça risque d'être plus difficile pour les 4 prochaines années avec les États-Unis en passe. On ferme la parenthèse. C'est pas l'expertise qui manque. On vient de mentionner les chercheurs. Il y en a aussi dans le réseau des CCTT, réseau collégial, je pense à Jacob notamment, mais au Cédrin, bon, etc. C'est pas l'expertise effectivement qui manque. En même temps, on n'a jamais réussi à faire un système d'exploitation qui remplacerait Microsoft dans un modèle québécois. Pourtant, on s'est programmé aussi bien que n'importe quel autre sur la Terre. Je pense que là, encore une fois, c'est pas l'expertise qui nous manque. Mais donc, effectivement, il y a des enjeux qui sont purement commerciaux.
demanderait beaucoup d'argent derrière ça. Oui, effectivement, je le vois aussi beaucoup comme Alexandre vient de le dire. Comment les TI, et ça touche l'intelligence artificielle, mais ça touche basé sur d'autres technologies qui sont arrivées dans le décor, comment, quand vous regardez vos 3 réseaux respectifs, vous trouvez que les TI, en général, des différentes institutions qui font partie de votre réseau, gèrent l'introduction de l'innovation? Qui veut se lancer? Alexandre? On a parlé, tu sais, tout à l'heure, tu faisais référence à il y a très longtemps, lorsque l'informatisation est arrivée. Les TI étaient vraiment un fournisseur de services. On vient vers vous, nous, on vous lance quelque chose, puis vous l'utilisez. Je pense que pour stimuler l'innovation, c'est d'abord de créer ces partenariats-là avec les autres fonctions que les TI, que ce soit dans notre contexte des enseignants ou des gens administratifs, notre personnel, créer cette confiance-là, se comprendre un et l'autre, puis se donner la chance de faire des essais et surtout des erreurs. Pour moi, là, si j'ai un résumé, c'est ce qu'il faut mettre en place dans l'écosystème pour innover. C'est beaucoup plus complexe que ça, l'innovation, mais en 1 minute, c'est ce que je pourrais dire. Bien, je suis d'accord avec Alexandre, mais aussi l'innovation, je pense que c'est pas juste au TI à faire ça. Là. Je pense que ça doit arriver par une idée qui arrive du monde des affaires aussi, là, que ce soit de la pédagogie, de l'éducation, des ressources humaines, des finances, bon, peu importe. Faut voir l'informatique, là, depuis les années 80-90, l'informatique décidait pour les secteurs d'affaires qu'est-ce qu'ils devaient utiliser. Maintenant, c'est l'inverse. Là. On regarde leurs besoins et on essaie de trouver la meilleure solution pour répondre à leurs besoins. Donc, l'innovation, elle doit partir de là, plutôt que de dire informatique, innover. C'est plutôt trouvons une bonne idée, puis innovons en la mettant en place et en répondant à ce besoin-là. Puis pour répondre à la question à sa face même, comment on réussit, est-ce qu'on fait un bon travail? Les cégeps, souvent, sont de très petites organisations. Il y a des cégeps de grande taille, mais il y en a aussi de très petite taille. Et ils font face à l'innovation et ils réussissent. Alors, c'est sûr que je peux pas parler pour les autres réseaux, mais moi, je sais qu'au niveau collégial, je trouve qu'on fait un excellent travail, des fois avec des ressources qui sont extrêmement limitées. Et on réussit, justement, un peu comme tu viens de le dire, on réussit à intégrer l'innovation et tout dans nos organisations. Puis, ce qui devient intéressant, puis tu l'as super bien mentionné, c'est que tout d'un coup, la notion, justement, la relation qu'on a avec la direction des TI ou le service informatique à l'intérieur des cégeps, tout d'un coup, là, on est enfin devenu une expertise conseil à l'intérieur de nos organisations. Alors, même si parfois on a un cadre, des fois systémique, là, qui n'est pas nécessairement qui est favorable à l'innovation, on réussit à en faire, puis des fois avec 3 bouts de ficelle puis 2 trombones. Là. Donc, c'est des petits miracles qui se font dans nos organisations, souvent. Êtes-vous d'accord avec ça, Alexandre? Bien, tout à fait. Tu sais, ce statut retrouvé? Il faut... puis je reviens à ce que je disais, il faut se donner la chance à l'erreur. Puis souvent, nos organisations, je vais parler pour les universités, on veut être parfait. Souvent, dans les éléments qu'on va déployer à large, mais donnons-nous la chance de faire des initiatives plus petites, tester, puis si ça fonctionne, tant mieux, on l'étend. Si ça ne fonctionne pas, on passe à un autre appel. Merci. Donnons-nous la chance de faire des erreurs. C'est vraiment le mot là, qui est important pour moi. Oui, parce que l'innovation, c'est pas de réussir. L'innovation, c'est d'apprendre. Alors, un projet qui a émergé, qu'on a essayé de faire fonctionner et qui, en bout de ligne, on se dit, finalement, c'était pas ça. Si on a appris quelque chose, c'est pas gaspillé, c'est pas perdu. Alors, quand on se dit qu'il faut se donner le droit à l'erreur, c'est pas tant l'erreur qu'il faut se donner le droit. Il faut se donner l'obligation, comme organisation, de dire qu'avons-nous appris de ce projet-là. Et si on a appris quelque chose, donc c'est du développement organisationnel, donc ça aurait été le fun que ça marche toujours, plus le fun quand le projet fonctionne que quand il ne fonctionne pas. Mais je veux dire, si on n'a pas gaspillé des fonds publics, si on a profité de cette occasion-là pour agrandir le dialogue avec des nouvelles personnes dans l'organisation qui sont dans d'autres directions de services avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de collaborer, etc., on a appris quelque chose. On a avancé comme organisation. Alors, je pense qu'il y a ça aussi, cette part-là de l'innovation qui ne cherche pas cette perfection-là, mais qui cherche à apprendre. Mais là, je prends 2 mots que vous avez dit, apprendre et innovation. Est-ce que les équipes de TI, dans vos 3 réseaux, est-ce que vous sentez qu'il y a, pas un intérêt, mais il y a une priorité qui est donnée à l'apprentissage continu? J'ai envie de dire, moi, j'ai vécu comme gestionnaire TI il y a à peu près une dizaine d'années. Et à cette époque-là, il y avait souvent des tensions à l'intérieur de nos cégeps
entre donc, les services informatiques, on l'a mentionné tantôt, et, disons, le côté, tout le volet pédagogie, ceux des cégeps ici, les REPTIC, donc les gens, les professionnels qui accompagnent les profs à intégrer les technologies de l'information dans la pédagogie, dans la salle de classe, etc. Alors, cette relation-là, elle s'est bonifiée dans les dernières années, du moins, c'est l'impression que j'en ai. Et bon, il y a le plan de transformation numérique en enseignement supérieur, par exemple. Bien, les gens de la CRI, donc les gens de la Commission des ressources informationnelles, on est allé, moi, de l'équipe donnée, ma collègue de l'équipe donnée et mon autre collègue du réseau des répondants donc d'intégration des technologies dans la salle de classe pour aller faire une présentation sur les différentes facettes du plan de transformation numérique en enseignement supérieur. Alors pour moi, ça, je trouve un excellent exemple où est-ce qu'on s'est dit la réponse, elle ne va pas être ni chez vous, ni chez vous. La réponse, ça va être de combiner nos forces à nous. Alors cette espèce de vision plus globale, oui, donc c'est une manière, je pense, qu'on a de prioriser maintenant ces notions-là. Alexandre? Tu demandais, Bruno, si on se donnait assez la chance au TI, dans les départements TI des établissements d'innover. Pas assez, c'est évident. Par contre, on a une sacrée belle opportunité. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative va venir nous faire, on l'espère, gagner en efficience. Qui dit gagner en efficience dit qu'on va se libérer du temps, puis on va être capable d'adresser ce temps-là ou le mettre à l'innovation. Par contre, ça prend vraiment des gestionnaires, des leaders qui, je leur dis encore, donnent droit à leurs gens de faire des erreurs, leur laissent du temps pour le faire, les inondent pas de projets, etc. Donc, on essaie d'optimiser les opérations grâce à des technologies qui s'en viennent, qui sont là à nos portes. Et ensuite, on prend le temps qu'on essaie de sauver pour le mettre dans des éléments d'innovation, puis on crée un cercle vertueux. J'ai mes lunettes roses, vous direz, mais j'y crois énormément. Puis il faut y croire, parce que si on a des gestionnaires qui n'y croient pas, c'est difficile après ça de mobiliser vos employés. Mais on m'a toujours dit qu'au pays des Calénours, les TI existaient aussi, donc c'est possible. Je n'y suis jamais allé. Je vous invite à y aller. Guillaume, de votre côté, formation continue, TI? Ben, je pense que dès qu'on est en éducation, on n'a pas le choix d'innover, on n'a pas le choix d'être créatif. On n'a pas les mêmes moyens, que ce soit en enseignement supérieur ou en éducation, que le privé. Donc, pour des départements TI qui doivent répondre aux besoins de notre clientèle, que ce soit peu importe qui est notre clientèle, les profs, les enseignants, etc., eux, ce qu'ils voient sur le marché, c'est la même chose qui se passe dans le privé. Ils ont les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes financements, on n'a pas les mêmes moyens, mais on doit répondre aux mêmes besoins de la même façon. Donc, on n'a pas le choix de faire de l'innovation, d'être créatif, de se donner le droit à l'erreur. C'est un très bon exemple. On ne peut pas innover sans avoir le droit à l'erreur et d'apprendre de ça. Moi, c'est ce que j'aime de travailler en éducation, c'est ce volet-là, de nous forcer à être créatif avec les moyens qu'on a. Messieurs, si je vous demandais, puis vous avez évoqué certaines pistes, là, mais je vous entends, c'est un peu la conclusion. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, face à l'innovation, aux demandes de changement, puis évidemment dans le contexte où on est aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, reçoit des demandes, voit des collègues leur lancer là-dessus, bref, voit l'intelligence artificielle arriver à grande vitesse devant lui? C'est quoi la meilleure réaction? C'est quoi le meilleur geste? C'est quoi la meilleure façon d'agir par rapport à ça quand on est en charge de TI dans une institution? Ben, je pense que c'est de l'essayer. C'est de commencer à l'essayer à petite échelle, de ne pas nécessairement partir à implanter ça à grandeur de l'organisation, mais de faire des petits projets pilotes, de tester différentes options, mais surtout de se trouver un but. C'est pas l'intention, c'est jamais d'utiliser de l'intelligence artificielle comme ça. Il faut que ça réponde à un besoin. Il faut que tu aies un but, puis là, tu te dis, peut-être que l'intelligence artificielle peut m'accélérer, peut me rendre plus efficace, plus efficient, mais c'est de partir avec un besoin concret à résoudre. C'est de s'y intéresser. Hein? C'est vraiment d'avoir de l'ouverture dans ce changement-là. Malheureusement, beaucoup de personnes procrastinent encore, voient peut-être ça comme une technologie passagère, mais je pense qu'on n'a pas le choix de s'y intéresser, on n'a pas le choix de s'auto-former, de s'intéresser à ça, d'en parler avec notre patron, hein, pour être sûr qu'on est prêt à faire face à cette mouvance-là. Nos employés vont peut-être se sentir comme étant tout le monde vient nous voir, ils veulent tous des nouvelles technologies, etc. Mais c'est important de s'asseoir en tant que gestionnaire, en tant que leader, puis cadrer les rôles et responsabilités de tous et chacun. Enlever de la pression à notre personnel. Attends, là, tu te fais demander des licences, oui, tu as de la pression, mais se placer. Puis je reviens à mon organe de gouvernance que j'ai mis tout à l'heure. Si on a une bonne gouvernance,
ça devrait déjà réduire la pression sur les ressources TI. Pendant ce temps-là, on les forme, on se fait s'y intéresser, on les implique dans les discussions. Puis, Merci. Voilà. Daniel. Oui, un message d'ouverture, effectivement, mais une sage ouverture. Tout à fait, quand Alexandre parle de gouvernance, justement, donc c'est une chose d'essayer les trucs, mais je ne suis pas un grand... personnellement, j'ai toutes les lunettes roses nécessaires, mais quand j'ai un rôle organisationnel, effectivement, je me méfie toujours des lunettes roses. Donc, c'est aussi, je pense, de cultiver une saine relation à ça. Ce n'est pas une béquille, c'est un outil additionnel, et c'est un outil additionnel devant lequel on doit aussi être critique, être vigilant. Alors, oui, à tout ce qui est bon, mais en même temps avec un petit fond de sagesse puis un petit fond de réflexion. Messieurs, je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir représenté les différents réseaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Autour de mes collègues, Stéphane Ricoul lance le bal en s'intéressant à la plus récente version de ChatGPT. Fin décembre 2024, OpenAI a une fois de plus suscité une onde de curiosité mondiale. Cette fois, l'objet de tous les débats était la sortie de ChatGPT dans sa nouvelle version, sobrement appelée O3. Certains enthousiastes, toujours prompts à déceler des révolutions là où il n'y en a pas forcément, s'empressait déjà de la décrire comme une IAG, une intelligence artificielle générale, cette sorte de saint Graal technologique capable de rivaliser avec l'intellect humain dans toute sa transversalité. Alors qu'en est-il vraiment? ChatGPT O3 a-t-il franchi cette frontière, souvent évoquée mais jamais atteinte? Eh bien, mettons tout de suite fin au suspense, la réponse est non. Si impressionnant soit-il, ChatGPT O3 reste un outil, un puissant modèle de langage, certes, mais loin d'être une IAG. C'est pas la faute d'enflammer les imaginations, mais pour l'instant, les barrières qui séparent cette intelligence artificielle d'une véritable capacité générale restent majeures. En voici quelques-unes. La première limite réside dans la nature de ce qu'est ChatGPT. Conçu principalement pour traiter et générer du langage naturel, il est capable d'accomplir un éventail impressionnant de tâches. Répondre à des questions, traduire des textes, générer du contenu. Mais tout cela se situe essentiellement dans le champ des compétences linguistiques, appris à travers de quantités massives de données. À l'inverse, une IAG, dans toute sa généralité théorique, devrait être en mesure de comprendre et d'exécuter n'importe quelle tâche, allant du langage au raisonnement abstrait en passant par des capacités pratiques comme manipuler des objets physiques ou effectuer un diagnostic médical complexe, par exemple. Ensuite, rappelons-nous que ChatGPT, comme tous ses homologues actuels, ne comprend pas le monde de manière consciente. Il jongle avec des modèles statistiques, tissant des connexions complexes entre des mots et des phrases, mais sans réelle compréhension cognitive. En d'autres termes, ChatGPT simule l'intelligence, mais ne la possède pas. Une IAG, elle, serait capable de raisonner, de se forger des représentations mentales et d'opérer une véritable réflexion. Il y a également une question fondamentale de conscience. ChatGPT n'a ni conscience de lui-même, ni intentionnalité. Il répond à des entrées avec des sorties de manière mécanique et sans direction propre. Une IAG, au contraire, pourrait fixer ses propres objectifs, apprendre en autonomie et s'adapter à des conditions inattendues. Par ailleurs, ChatGPT n'est pas conçu pour apprendre de manière active après sa phase d'entraînement. Bien que ses créateurs puissent le mettre à jour périodiquement et le font, le modèle en lui-même ne peut intégrer de nouvelles informations de manière instantanée ou reconfigurer ses connaissances face à des situations inédites. L'IAG, quant à elle, devrait être capable d'un apprentissage continu, d'un transfert de compétences entre différents domaines et de s'ajuster en temps réel à un environnement changeant. Enfin, faut pas oublier que ChatGPT opère uniquement dans le domaine du numérique et du langage. Il ne possède aucune interaction directe avec le monde physique. Une véritable IAG, pour mériter son titre, devrait être capable de manipuler des objets, d'interagir avec des environnements tangibles et d'apprendre de ses expériences. Cela étant dit, ça serait injuste de minimiser ce qu'a accompli ChatGPT O3. Ce modèle reste une avancée technologique majeure dans l'univers de l'intelligence artificielle, offrant des performances
impressionnante dans tout ce qui touche au traitement du langage. Mais milieux académiques et publics s'interrogent déjà, sommes-nous voués à voir émerger une véritable intelligence artificielle générale? Et si oui, à quel horizon? Et c'est ici que les certitudes s'effacent, laissant place aux spéculations. Techniquement parlant, les obstacles restent colossaux. Une IAG nécessiterait des capacités de raisonnement et d'apprentissage autonome qui dépassent de très loin les systèmes actuels. Que ce soit dans sa compréhension du monde ou dans sa capacité à s'adapter, des progrès radicaux doivent être accomplis dans des domaines aussi variés que la perception multimodale, comme la vision, l'audition et le toucher, ou l'intégration cognitive. L'IA d'aujourd'hui est encore bien loin d'un système universel répondant aux standards de l'intelligence humaine. Mais le rythme du progrès technologique nous surprend toujours. Prenez Nvidia, par exemple. Ces dernières années, l'entreprise a bouleversé les anticipations avec des avancées technologiques à grand train. Peut-être sommes-nous à l'aube de percées similaires dans l'IAG, des percées qui pourraient transformer ce qui semble aujourd'hui hors de portée. Dans ce contexte, il devient impératif de poser les bonnes questions, non plus uniquement techniques, mais philosophiques et éthiques. Car une chose est sûre, maîtriser une intelligence artificielle générale impliquerait une responsabilité colossale. Les implications éthiques, comme les biais algorithmiques, les atteintes potentielles à la vie privée, la manipulation systématisée, seraient énormes. Comment éviter qu'une IAG devienne un outil d'oppression ou un outil de contrôle? Et qui en porterait la responsabilité? Les gouvernements? Les multinationales? Le débat est essentiel, car une technologie aussi puissante, mal encadrée, pourrait être autant une bénédiction qu'une menace. À cela s'ajoute une question existentielle pour nos économies et nos sociétés. Quel serait l'impact d'une IAG sur le travail humain? En automatisant des tâches complexes aujourd'hui réalisées par des experts, que ce soit dans le domaine de la justice, de la médecine ou de la gestion économique, une telle technologie risquerait de bouleverser des millions de carrières, de creuser les inégalités et de redéfinir en profondeur les structures de pouvoir. Pour l'heure, ces discussions restent théoriques, car fort heureusement, une IAG pleinement fonctionnelle semble encore bien loin. Mais combien de temps précisément? Les prédictions varient selon les experts. Certains optimistes estiment que l'IAG pourrait émerger d'ici 10 à 30 ans, en imaginant que les avancées actuelles s'accélèrent. D'autres, plus prudents, tablent sur 30 à 50 ans, tout en avertissant que la période de mise en œuvre, les phases de test, de régulation et d'ajustement, pourrait prolonger ce délai. Et puis il y a les sceptiques, pour qui l'IAG est un mirage encore éloigné de plusieurs décennies, voire impossiblement complexe à atteindre. Mais ne nous y trompons pas. Même si elle voit le jour, la démocratisation d'une telle technologie, autrement dit, sa mise à disposition pour la majorité des individus, pose des questions encore plus complexes. Qu'adviendrait-il si l'IAG était monopolisée par une poignée d'acteurs puissants, aggravant les déséquilibres économiques? Quelle régulation internationale faudrait-il mettre en œuvre pour garantir son utilisation éthique? En fin de compte, ce débat ne se résume pas à une simple question de technologie. Comme toujours dans l'histoire humaine, c'est la manière dont nous choisissons d'utiliser une invention qui détermine si elle nous élève ou nous détruit. Ce qui est certain, c'est que gouvernance, équité et transparence devront être au cœur de toute stratégie entourant l'IAG. Alors la route est longue, mais le potentiel est immense. Il nous reste à espérer que, lorsque cette frontière sera franchie, nous aurons suffisamment appris sur le sujet pour gérer ce progrès avec responsabilité. À bien des égards, c'est pas tant le futur de la technologie qui est en jeu ici, mais bien celui de nos valeurs et surtout de notre humanité.
Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, pour bien lancer l'année 2025, d'ailleurs que je te souhaite très bonne. À toi aussi. Alors, tu as décidé de nous parler de Shopify. Exactement. J'aime beaucoup Shopify parce que déjà, ils ont un endroit ici à Montréal où ils nous permettent de faire des événements avec Apéro UX de temps en temps. C'est bien sympathique de leur part. Mais c'est aussi une entreprise qui met beaucoup d'efforts sur la méthodologie UX, dont la recherche UX, c'est-à-dire qu'ils prennent du temps, ils prennent beaucoup de leur temps, en fait, pour valider comment améliorer leur processus. Par exemple, en parlant avec Cynthia Savard-Saucier, qu'on a eu ici comme invité, qui me disait qu'ils ont pris la peine même de prendre des gens au support à la clientèle et de les transformer en conseillers UX ou en stratège UX, en leur donnant évidemment des formations, mais ça fait que c'est des gens qui sont en contact avec les problématiques que les utilisateurs peuvent avoir, les utilisateurs commerçants, évidemment. Donc, c'est ce qui fait que tu peux améliorer un logiciel. C'est ce qui fait aussi que, c'est ce que beaucoup d'entreprises devraient faire, c'est d'être en contact, et c'est ce que peu d'entreprises font, c'est d'être en contact avec leurs utilisateurs pour être capable de grandir et parfois même d'enlever des fonctionnalités sur leur logiciel. Ouais, puis l'exemple de prendre des gens de première ligne pour les amener à améliorer le processus, je pense que c'est parlant. Donc, tu nous parles avec qui cette semaine? Je parle avec Maude Lavoie, qui est une experte externe de Shopify qui prend connaissance, évidemment, c'est important pour sa business parce que elle revend ces services-là, elle, d'adaptation de boutiques Shopify pour des commerçants québécois. Puis c'est là qu'on s'aperçoit aussi de la pénétration du marché ici au Québec. Il y a même des terminales maintenant que certains commerçants peuvent avoir parce que c'est très transversal dans Shopify. Tu peux avoir le système d'inventaire, tu peux avoir le terminal de vente à l'avant, tu peux faire des rappels, tout ça. Fait que donc, c'est vraiment un service qui concurrence des joueurs comme Lightspeed qu'on connaît aussi au Canada. Jean-François, merci pour cette première rencontre de l'année. Et puis, on va aller écouter ça à l'instant. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Salut, Jean-François. Bye. En fait, Shopify nous a fait un beau cadeau de Noël, juste un petit peu d'avance. Ouais. Puis ils ont vraiment misé sur l'optimisation cette fois-ci, plutôt que de nous offrir... C'est le fun d'avoir des nouvelles options, mais c'est le fun aussi de repasser sur ce qui a été fait, puis de l'améliorer, puis continuer de rendre notre expérience utilisateur, autant pour nous comme marchands ou comme administrateurs ou comme programmeurs, que pour les clients aussi qui magasinent sur le site web. Fait plein de petites affaires qui font une grande différence, je trouve. Et on sent qu'ils sont à l'écoute. Cynthia Savard-Saucier, qui était dans un événement dernièrement, me disait qu'ils avaient recruté des UX, des experts en expérience utilisateur, du service à la clientèle. Parce que qui mieux que que les gens qui sont au service à la clientèle depuis des années pour donner des bons conseils sur l'amélioration des interfaces. Donc, qu'est-ce qu'ils ont présenté, Maude, toi qui es une spécialiste de ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils ont présenté donc en décembre qui améliore les choses qui existaient déjà? Il y a beaucoup de choses. Ils parlent de plus de 150 améliorations. Ils ne font pas le tour de toutes, mais j'ai quand même, moi, été chercher ce que je préférais. Première des choses, c'est au niveau du Shopify, le système de points de vente, donc le POS, plein de petites affaires qui font que c'est plus facile à utiliser comme marchand la plateforme. Entre autres, on a vraiment la version de ce qu'on appelle l'écran divisé, le split screen, parce qu'avant, quand on voulait chercher des produits, on se trouvait comme à partir de l'interface, puis avoir notre petit panier à côté. Donc là, on peut chercher à gauche pour ajouter à droite, pour ceux qui sont plus manuels, c'est pratique, parce qu'on n'a pas nécessairement tous le petit scanner de code barre là, pour scanner. Mais ça, c'est le point de vente, c'est l'appareil pour la faire... tablette. La tablette que je peux payer dessus là, dans un commerce. J'en ai pas vu beaucoup encore. Ça. Je sais qu'ils sont en grosse compétition avec Lightspeed pour les commerces, les commerces physiques, là, mais j'en ai pas vu encore dans des commerces à Montréal. Alors moi, j'en ai vu quand même à quelques reprises dans des commerces à Rimouski. Fait que je me dis, écoute, ça s'en vient. Fait que oui, non, c'est une belle opportunité de ce côté-là. En fait, une belle amélioration. Autre chose aussi, Shopify, l'année passée, nous avait rajouté les Shopify Bundle, donc les ensembles, qui est une fonction maintenant native de Shopify, puis besoin de passer par une application. Cette fonction-là, maintenant, fonctionne avec le POS, ce qui est quand même pratique parce que souvent, tes ensembles, tu les vends en ligne, mais tu veux les vendre en boutique aussi. Donc, la diminution d'inventaire, s'il y a une application de sol et tout ça, ça se fait aussi directement dans l'application. Puis, c'est quoi un bundle aussi? Plus me définir un peu. C'est un ensemble de produits. Par exemple, je vais vouloir prendre un shampoing puis un revitalisant ensemble, par exemple, puis je vais leur donner un rabais, puis je vais juste choisir ma fragrance, par exemple. Donc, ça permet d'augmenter le panier moyen, ce que nous, on aime beaucoup comme commerçant parce qu'on veut faire de l'argent. Mais aussi, ça facilite aussi le chemin client que plutôt qu'ils se demandent quelle sorte de shampoing qu'il y a, puis après se retourner, quelle sorte de revitalisant qu'ils ont, mais ils sont déjà dans ma page, j'ai les deux, je peux choisir le format, l'odeur, that's it. Fait qu'on sauve des étapes, puis quand on sauve des étapes, c'est bon pour tout le monde. OK, parfait.
Puis, autre petite chose, ça a l'air de rien vite comme ça, mais ils ont rajouté des segments de clients dynamiques dans Shopify. Puis, dans les derniers qu'ils ont rajouté, c'est par rapport à la distance. Donc, ça veut dire que je peux, à partir de mon commerce, décider, par exemple, je voudrais avoir tous les clients qui ont commandé en ligne, par exemple, qui sont dans un rayon de, par exemple, 10, 15, 20 kilomètres de mon commerce, ou ça peut être d'une ville donnée aussi. Donc, ça peut être de mon commerce, mais ça peut être d'un point géolocalisé. Donc, je peux donner la géolocalisation, mettons, d'une ville en particulier. Fait qu'après, je peux faire des promotions, je peux sortir des listes de clients qui me pourraient me servir après ça pour dire « Hey, on s'en vient faire un pop-up shop dans ton coin », puis vraiment juste aller cibler ceux qui sont dans le coin plutôt que d'ouvrir at large. Tu sais, par exemple, si je fais un pop-up shop à Gaspé, ben ça m'intéresse. Les gens de Gatineau, ça les intéresse pas. C'est trop loin. Donc, ça a l'air bien niaiseux comme ça, mais c'est vraiment une belle opportunité. Moi, personnellement, je trouve que comme marchand, on peut vraiment, après ça, faire des tendances. Où sont situés nos clients? Quand on se déplace aussi, d'aller vraiment chercher les bons clients. Information qu'on n'a pas toujours dans le formulaire, par exemple, d'inscription à l'infolette où on demande juste le nom de courrier. Des fois, on va pas assez loin. Mais là, Shopify, et on se démarque d'Amazon, on se démarque des grands trucs en ligne, parce qu'à ce moment-là, tu as de l'information qui revient aux commerçants qui est intéressante, là. Sur un côté local, hyper local, même si on veut, là. Exact. Puis, tu sais, on s'entend qu'au Québec, le côté local, c'est bien important pour bien des gens. On fait attention où est-ce qu'on achète. Fait que je trouvais que c'était une belle nouveauté. Autre chose aussi, on a le Tap to Pay, donc avec le téléphone que je peux taper sur l'appareil pour payer. Donc, en fait, ça, c'est pour ceux qui ont le POS sur le téléphone. Donc, je peux mettre sur l'iPhone ou le Android du client dessus. Ça prend le paiement. Merci, bonsoir. Fait que ça limite. Il l'avait pas, donc c'est vraiment nouveau. C'est nouveau, oui, c'est ça. Ben, je pense qu'il l'avait peut-être sur d'autres. Il y avait comme le petit chip qu'il y avait à un moment donné, mais ça n'est plus maintenant. Mais là, on a une autre option maintenant pour le Tap, pour le Android et l'iPhone. En fait, je pense qu'ils ont eu l'iPhone en premier, puis l'Android, c'est relativement récent. Fait que oui, puis c'est quand même important parce qu'en 2024, moi, j'ai pas rentré souvent mon NIP. C'est vraiment. C'est ça. Moi aussi, c'est ça. Puis moi, j'ai un Android, fait que j'étais comme contente de faire bon, OK, moi aussi, je fais partie de la gang. Parce que c'est ça, tu sais, quand c'est rendu, il faut que tu rentres ton NIP, il faut que tu y penses. Parce qu'effectivement, on le rentre de moins en moins souvent grâce au téléphone. Et autre chose aussi, quelque chose qui n'était pas encore disponible sur le POS, c'est que là, on est capable de prendre des paiements hors ligne. Donc, ça, c'est pratique pour tous ceux qui font des salons. Des fois, les réseaux dans les salons, c'est pas super stable parce que tout le monde fait des connexions en même temps. Des fois, le Wi-Fi ne pogne pas bien, là. Ou en fait, les ondes ne pognent pas bien. Donc là, avec l'option, on peut prendre quand même le paiement, puis dès qu'on retourne sur du réseau, il va processer tous les paiements en même temps. Fait que ça permet de faire passer des ventes. Donc, il fait les ventes hors ligne sur l'application. En fait, il les prend, c'est ça, il les enregistre, puis après ça, quand on tombe sur du réseau, là, il les processe. Fait que ça, c'est un gros plus aussi. Et il gère les inventaires, puis il fait tout le reste, j'imagine. C'est ça, exactement. Fait que là, dans le fond, l'inventaire diminue, mais après, s'il reste juste à processer le paiement, ça sera fait une fois qu'on sera de retour. Parce que ça, c'est une des forces qu'on voit encore quand même assez rarement dans les organisations, c'est d'avoir un point de vente, mais d'avoir aussi une boutique en ligne, mais qui se synchronise. Le nombre de trucs que tu as en inventaire, si tu en as vendu 4 en magasin, puis tu en as vendu 5 en ligne, ça se synchronise. Tu es capable de dire à tout le monde, il en reste plus, ou il en reste en ligne, ou il en reste pas dans le magasin. C'est vraiment, en 2025, là, c'est vraiment primordial. On s'en sort pas parce qu'aujourd'hui, les entreprises, je pense aux plus petits, souvent, ils vont être en marché ou en pop-up shop dans le temps de Noël, par exemple, mais la boutique en ligne, elle continue de rouler. Fait que pendant qu'eux autres passent la fin de semaine à X salons à vendre des trucs, la boutique en ligne, elle continue de rouler. Donc, il faut s'assurer que l'inventaire balance parce qu'il n'y a rien de pire que d'écrire à un client « Excuse, il n'y en a plus. » Tu as payé mais il n'y en a plus, on ne peut pas te l'envoyer. Puis c'est ça, c'est à cause des problématiques. On ne veut pas gérer avec ça. Puis Shopify, leur POS, au fil du temps, ils l'ont vraiment beaucoup amélioré. Puis là, on a encore des améliorations cette fois-ci. Pour bien les entreprises, mettons, ils vont commencer en ligne. Puis après ça, ils rajoutent le POS. Fait qu'ils gagnent beaucoup en flexibilité. Fait que ça, c'est d'autres beaux ajouts qui se font. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres petites affaires, mais sinon, au niveau de la boutique en ligne, ce qui s'est rajouté, ça va plus intéresser ceux qui gèrent des boutiques Shopify, mais on a des collections qu'on peut faire à partir de MetaField. Les MetaField, c'est quelque chose qui a été rajouté il y a quelques années par Shopify. C'est comme des données supplémentaires que je peux mettre. Par exemple, je vais mettre un chandail, je vais mettre la description dans la zone. Avec les MetaFields, je peux par exemple parler de la matière, la couleur,
l'entretien, je peux mettre plein d'informations. Mais ces informations-là, ils étaient juste comme de l'information textuelle que j'affichais sur le site. Mais maintenant, je peux m'en servir pour faire des collections. Donc, par exemple, je pourrais trier tous les chandails en lin, tous les chandails en coton pour les mettre ensemble, par exemple, si c'est un besoin de la clientèle. Et dans Shopify, qui ont racheté Search and Discovery l'année passée, ils ont fait des améliorations aussi. Les metafields sont là et on peut les trier dans l'ordre qu'on veut. Sur des espèces de catégories, là, finalement. Oui, c'est ça, parce que le Search and Discovery, il servait pour le filtrer les produits dans une collection. Fait que là, je peux trier mes collections par metafield et ensuite, quand je suis dans une collection triée par metafield, mais je peux ensuite retrier plus loin. Et j'ai maintenant le contrôle sur qu'est-ce qui arrive en premier dans mon ordre. En fait, je peux vraiment le trier à mon goût. Fait que ça, c'est des petites affaires encore, mais qui améliorent l'expérience client, la clarté aussi. Fait que ça, c'est un gros plus parce qu'il y a bien des marchands qui ont des produits, des fois, qui sont complexes. Fait que ça peut venir aider à régler des problèmes, faciliter la navigation, faciliter l'achat. Et il faut le redire aussi, Shopify fait un effort énorme. C'est pas juste de l'interface client qui est bien fait, mais c'est aussi l'interface des commerçants. C'est facile, en fait, du moins, c'est relativement facile de s'occuper de son commerce en ligne parce que les interfaces pour le personnel, il est facile à utiliser aussi. Il y a un effort qui est fait là-dessus. Oui, c'est vraiment intuitif. Tu sais, c'est sûr que des fois, on nous change des affaires de place. Là, on a un petit stress pendant 2-3 jours, mais une fois qu'on a repris nos repères, tout va bien. Mais c'est ça, autant que pour la personne qui magasine que pour la personne qui s'en occupe, on est vraiment dans quelque chose de très intuitif. Fait que ça aide beaucoup à ce que les marchands aient le goût d'utiliser leur boutique en ligne, puis les clients qui achètent dessus. Sinon, dans les autres nouveautés, on a les rabais automatiques que là, ils ont augmenté la limite. Avant, on pouvait en mettre juste 5. Je sais que ça a l'air quand même pas mal, mais des fois, si on veut dire, par exemple, je sais pas, moi, quand tu achètes 2 produits ensemble, le 3e est gratuit, puis c'est quelque chose qui est récurrent. Ben là, ça, on est capable d'aller jusqu'à 25 rabais automatiques en même temps. Pour les grosses boutiques qui ont beaucoup de produits avec plusieurs styles de combos comme ça, ou si on va faire des ventes par palier, par exemple, tu achètes pour 100 $, tu as 10 125 mettons, tu as 20 Là, on peut faire beaucoup plus de paliers, on peut combiner beaucoup de promotions ensemble. Fait que ça, c'est un gros plus. Ça enlève des irritants, surtout pour ceux qui ont beaucoup de produits. Aussi, sinon, on a les Shopify Subscription, donc les abonnements. Et eux autres aussi ont des petites améliorations dans l'utilisation pour les marchands. Donc, je peux le modifier directement dans l'interface du produit. Et les coupons aussi fonctionnent avec Shopify Subscription, ce qui était plus difficile avant. Fait que des petits ajouts, mais on aime ça aussi quand c'est plus facile à utiliser. Là. Et pour terminer, Shopify Tax qui fonctionne maintenant avec l'Europe. Ça ne fonctionnait pas déjà avec l'Europe, je suis surpris. En fait, c'est que Shopify Tax, au départ, a parti avec les États-Unis. Ils ont rodé leur système là. Puis là, maintenant, ça fonctionne avec l'Europe aussi. Fait que on peut connecter des systèmes aussi pour la remise de taxes. Fait que ça, c'est un bel ajout aussi pour ceux qui vendent à l'international. Puis eux, dans le fond, peuvent se charger aussi de prendre les frais. C'est sûr que c'est pas à portée de tous, dans le sens où il y a quand même des frais qui viennent avec ça. Il faut évaluer. Mais c'est quand même le fun pour sauver du temps parce que c'est quand même assez complexe. Au niveau de les taxes, en fait, comment c'était divisé par pays, par exemple, ça, c'est déjà fonctionnel. On parle vraiment de la remise de taxes ou de la perception des taxes. Là. OK. Parce que c'est un avantage, j'imagine, pour un commerçant en ligne de faire affaire avec Shopify si son produit est international. Oui. Ça doit être intéressant aussi. Là. La preuve, moi, j'ai reçu des choses qui venaient de Chine. Je pense que les Chinois ont trouvé quelque chose chez Shopify. Là. C'est ça. Ben là, ce qui arrive aussi, c'est qu'au niveau juste légal, de façon mondiale, les gens veulent s'attendre à ce que, en fait, les gouvernements veulent s'attendre à ce que les taxes soient bien chargées. Ouais. On le voit, par exemple, comme au Canada, que, par exemple, quand tu achètes un produit ou juste on regarde notre abonnement de Netflix, par exemple, ils vont nous charger des taxes maintenant là-dessus. Donc, c'est le même principe avec Shopify Tax. C'est pour nous aider à nous conformer et à payer nos taxes, ce qui est dû parce que si tu vends des produits en Europe, même si tu n'as pas un pied à terre en Europe, techniquement, il faut que tu charges la TVA. Super intéressant. Écoute, Maude, à chaque fois qu'on se parle de Shopify, j'en apprends de nouveau. J'ai le goût de vendre des choses en ligne grâce à toi. On va te trouver des projets. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Puis écoute, on se reparle à la prochaine mise à jour de Shopify, en espérant qu'il arrive avec des nouveautés. Là. C'est super intéressant quand même parce que là, c'est des améliorations. Mais peut-être qu'ils vont arriver avec... je pense que c'est plus l'été, de toute façon, historiquement. Le prochain, ça va être le Shopify Summer Edition. Fait que là, à quelque part, cet été, on va avoir ça va sortir dans nos boîtes de courriel pour avoir plein de nouvelles nouveautés encore.
Et on ira voir ton site, nitromedia.ca, sur la partie blog. Tu t'en parles souvent. Pour ceux qui hésitent encore à embarquer avec Shopify, allez lire ce que Maude fait. Et sinon, encore mieux, contactez-la pour qu'elle vous aide à monter votre boutique. Merci. Merci à toi, Maude. Bye. Ça fait plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités. Merci aux gens du risque aussi qui m'ont permis de faire cette captation de la discussion et de la rediffuser cette semaine. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, sans virus, pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.